Bien, bonjour, je vous propose de débuter. C'est la deuxième conférence professionnelle de votre formation de master. Là, on est sur une configuration plus ambitieuse que d'ordinaire, puisqu'on n'a pas un seul invité, mais trois invités. Trois invités qui d'ailleurs connaissent bien votre formation. Aristide Olivier est un habitué. Lorsqu'il est venu la première fois, c'était pour présenter le tournoi de l'Open de Caen, dont il était le directeur. Tu es revenu il y a 2 ans, c'était cette fois, tu venais prendre tes fonctions de maire adjoint en sport et tu nous avais dressé les grandes lignes de ta stratégie sportive. Jean-François, à la gauche d'Aristide, est venu aussi ici il y a quelques années assurer un jury de mémoire, et tu avais pour habitude aussi de prendre quelques étudiants en stage déjà lorsque tu étais à la direction des sports du département. Et Axel revient un petit peu sur ces terres puisqu'il était à votre place il y a tout juste 2 ans. Axel est diplômé du Master Management du Sport. Il avait pour ambition, pour projet professionnel, d'intégrer une collectivité dans un service des sports. Et puis son projet s'est réalisé puisque depuis hier, tout à fait officiellement, tu es chef, c'est ça, faut dire, chef du service événementiel et promotion. Voilà. Voilà. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui sur cette table ronde consacré au service des sports de la ville de Caen, c'est d'une part vous donner un éclairage particulier par rapport à vos enseignements sur les collectivités, et puis surtout c'était d'aller au-delà de la définition d'une politique sportive pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle se met en œuvre. Si vous voulez, il y a 3 grands temps. Il y a effectivement choisir, décider ce qu'on va essayer de faire sur un territoire. Alors là, les habitants de Caen, il y a des choses qui vous apparaissent immédiatement visible. Je pense par exemple à la rénovation d'équipements sportifs, aux animations sur les bords de l'eau, si vous lisez la presse, le projet d'Arena. Il y a d'autres choses aussi, notamment pour ceux qui sont impliqués dans la vie bénévole liée au soutien au sport pour tous et au sport professionnel. À l'autre bout de la chaîne, il y a comment sur le terrain est-ce qu'on met en œuvre ces stratégies. Puis entre les deux, il y a comment est-ce qu'on s'organise au sein du service des sports pour appliquer cela. Alors c'est pour ça que finalement, on a 3 invités aujourd'hui. Aristide, qui est, vous l'avez compris, le maire adjoint au sport et à la jeunesse, et à la vie étudiante, puisque tu as un autre gros dossier qui est le carnaval qui vous intéresse peut-être un peu plus. Jean-François, qui est donc le directeur du service des sports, et Axel, qui est responsable du pôle événementiel. Voilà, donc merci à vous déjà pour votre disponibilité, parce que je crois que vous êtes sur un grand taux de travail en ce moment lié au budget. Voilà. Et puis je cède la parole et je remercie donc Léna et Léa qui ont préparé la conférence. Voilà. Alors bonjour à tous. Avant de passer le clip vidéo, je vous propose de vous présenter chacun votre tour. Donc votre parcours professionnel, votre parcours universitaire juste avant ça, et puis présenter brièvement votre rôle actuel et vos missions au sein de la direction des sports. Ça commence bien. Bonjour à tous, je suis Jean-François Salomon, directeur des sports donc de la ville depuis 2014. J'ai un cursus STAPS, notamment sur mes premières années à Caen, donc j'étais sur les mêmes bancs que vous. À partir de la licence, j'ai choisi une option qui était entraînement et performance avec une option psychologie. Et donc j'ai continué jusqu'à un DESS à l'époque et un DEA, puis un doctorat à la fois à Paris, Orsay et à Marseille. J'étais attaché temporaire d'enseignement de recherche. Et la recherche, à un moment, m'intéressait, mais je souhaitais beaucoup plus concrétiser mes actions dans le cadre de politique publique, et en particulier au sein du ministère des Sports, pour pouvoir intégrer notamment l'INSEP sur le versant psychologique. Donc j'ai passé le concours de conseiller d'animation sportive que j'ai eu en 2005, de mémoire 2006, et j'ai été affecté, c'est comme le concours d'inspecteur de police avec Coluche, vous avez une liste, vous avez une affectation, et on vous propose des affectations très romantiques, c'est-à-dire Charleville-Mézières, le Nord, l'Est, et donc j'ai eu la chance finalement de choisir Alençon, qui n'était pas si éloigné de mon origine géographique, puisque je suis ornais, donc je cumulais un peu les handicaps.
Et donc j'ai eu la chance d'aller malgré tout dans un département rural sur des politiques jeunesse qui n'avaient absolument rien à voir avec la psychologie du sport et le sport de haut niveau, ce domaine sur lequel j'étais plutôt préorienté. Et ces politiques publiques finalement en milieu rural m'ont amené à développer des politiques en milieu sportif progressivement. Je suis arrivé à Caen l'année suivante pour travailler sur le sport de haut niveau, intégrer le réseau national d'accompagnement des sportifs de haut niveau et notamment l'INSEP. Donc j'y ai passé 3 années et demie et progressivement je voyais que la RGPP avait fait son œuvre, révision générale des politiques publiques, baisse des finances importantes et notamment des possibilités d'action au niveau de l'État. Et conjointement, une opportunité s'est présentée au sein du Conseil général du Calvados à l'époque pour prendre la responsabilité du service des sports et de la vie associative. Donc j'ai postulé et eu ce poste extrêmement intéressant et progressivement eu des missions autour du nautisme et de la jeunesse également, puisque finalement quand on a un parcours, on capitalise des missions pour lesquelles initialement on n'est pas forcément orienté, hein. La jeunesse n'était pas mon secteur et j'ai retrouvé au département la possibilité d'exprimer cette compétence pour cette collectivité. Passé 4 années et demie au département, extrêmement intéressante, mais comme je dois être un peu un chat noir, attention à la suite pour la ville, suite à la RGPP, on a eu l'annonce de la suppression des départements, qui est toujours là, mais qui dit annonce des suppressions de départements, ça veut dire un recentrage sur des missions obligatoires dans le domaine du social, dans le domaine des collèges, mais pas du tout dans le domaine des options facultatives, hein, notamment le sport, la culture. Donc je sentais que la dynamique était moins forte et parallèlement s'est présenté un très beau projet au niveau de la ville de Caen pour lequel j'ai rapidement senti en tout cas une volonté forte de redonner je dirais une couleur sportive notamment à la ville avec une orientation forte au niveau des élus et en particulier de notre maire adjoint. J'ai eu donc la possibilité de candidater et surtout la joie d'être retenu sur ce poste avec des responsabilités plus importantes en termes de management, on le verra tout à l'heure, et des missions qui sont différentes hein, entre un bloc communal, ce qui est la ville, et un bloc plus éloigné qui est le département, des missions beaucoup plus opérationnelles mais avec des concrétisations aussi beaucoup plus fortes que celles d'un département ou d'une région. Voilà, donc je suis arrivé depuis 2014. Donc au niveau de la direction des sports. Voilà mon parcours en quelques lignes. À moi. Moi, bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas salarié de la ville, parce que je suis élu de la ville, ce qui est complètement différent. Donc mon cursus, il a finalement assez peu à voir avec mes missions actuelles, puisque moi, j'ai fait des études d'économie avant de devenir professeur des écoles, donc, que j'exerce encore d'ailleurs, puisque je suis encore à mi-temps professeur des écoles, le mardi et le vendredi. Donc voilà, j'ai d'abord fait des études d'économie, puis passé le concours de professeur à des écoles. Et donc j'ai cette double casquette, à la fois d'être élu de la ville et mon métier, mon vrai métier, mon seul métier même, c'est celui d'être professeur des écoles le mardi et le vendredi. Donc c'est un peu atypique. Alors après, du coup, c'est plutôt en termes d'engagement, comment on arrive à un engagement finalement assez politique. Il est venu d'abord, moi, par le monde associatif, tout simplement parce que, Boris l'a dit en introduction, j'étais président du club de tennis de Caen, du tennis club de Caen, à partir de février 2006. Et puis en 2008, aux élections municipales, le maire de l'époque, Brigitte Le Breton, m'avait sollicité pour faire partie de l'équipe et de la campagne, ce que j'avais accepté parce que le fond m'intéressait beaucoup, hein, les leviers d'action sur le territoire, notamment au niveau communal, me plaisaient parce qu'ils étaient extrêmement concrets, extrêmement proches de ce que vivent chacun, vous, hein, qui habitez la ville. Et puis ça s'est soldé par une défaite assez cinglante. Au tennis, on aurait dit 2 petits sets rapides. Mais ça n'a pas enlevé mon enthousiasme puisque mon engagement s'est poursuivi aux élections régionales en 2010 avec un résultat encore plus catastrophique qu'en 2008. Donc moi, j'étais pas le chat noir, mais je me suis dit à un moment,
Alors j'avais beau me dire que dans le sport on apprend plus dans les défaites que dans les victoires, il y a un moment c'est quand même bien de gagner. Et du coup en 2014 avec un engagement différent, beaucoup plus fort qu'en 2008 et en 2010, puisque j'avais été approché, donc c'est un milieu que je connaissais pas du tout, hein. Ma famille n'est pas du tout impliquée, n'avait jamais... voilà, j'ai appris à connaître ce milieu-là. En 2014, en revanche, mon investissement était un peu plus fort, un peu plus important. Et puis, après deux défaites, du coup, avec la victoire en 2014 aux élections municipales, Joël Bruno, le maire, m'a proposé une délégation élargie, puisqu'il a souhaité resserrer entièrement son équipe, passant de 21 adjoints à 12 par rapport au mandat précédent. Pour une double raison. D'abord parce qu'il considère qu'on décide beaucoup plus vite dans une équipe restreinte que dans une grande équipe, et de se retrouver à 25 ou 30 autour d'une table, on met toujours plus de temps à décider que quand on est 12. Et puis partant aussi que le contexte économique imposait des économies de fonctionnement, et que pour imposer des économies de fonctionnement à la fois au service, l'ensemble des services de la ville, il fallait d'abord montrer l'exemple. Et donc le fait de passer de 21 à 12 adjoints a permis de réaliser une économie de 2 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. 2 millions d'euros, c'est un investissement important, hein. Ça permet d'un autre levier. Donc du coup, avec une mission élargie au sport, à la jeunesse. La jeunesse sur la ville, c'est notamment la gestion des MJC et des centres d'animation, les 11 MJC de la ville. Alors qui ne sont pas en régie, hein, mais qui ont un fonctionnement très lié à la ville, notamment en termes de financement. Et puis la vie étudiante. Je dis bien vie étudiante parce que le lien avec l'université, tout ce qui est les investissements, etc., c'est porté par la communauté urbaine. À l'époque, la communauté d'agglomération, maintenant communauté urbaine. La vie étudiante, en revanche, reste une compétence ville. Donc c'est évidemment l'événement phare dans lequel la ville s'est beaucoup investie, c'est celui du carnaval. Mais il y a aussi d'autres missions avec le fonds de soutien aux initiatives étudiantes. Voilà, il y a d'autres leviers dans cette politique-là. Mais donc des délégations un peu plus larges qu'initialement. Sous les mandats précédents, traditionnellement, il y avait un maire adjoint au sport. Et puis c'est tout. Alors parfois aussi vie associative. Il y a eu des mélanges jeunesse aussi, mais pas toujours. Donc là, on a souhaité faire ce pôle-là. Et donc depuis 2014, ma mission, c'est de mener conformément au projet politique, on en parlera après, que nous avons formé et décidé avec le maire et pour lequel on a été élu, c'est de le mettre en œuvre avec, c'est vrai, je pense cette chance, hein, cet atout, d'abord de ne pas partir de rien, puisque quand il n'y avait pas rien avant qu'on arrive, et il y aura d'autres gens après nous, avec cette chance d'avoir quand même une ville tournée vers le sport. Mais c'était, je l'ai souvent dit au début du mandat, mais je vais le redire, l'objectif est clairement affiché, c'était de changer de braquet en termes de politique sportive, on en parlera certainement tout à l'heure. Ça s'est traduit aussi en termes budgétaires, en termes d'investissement. Et donc j'ai la chance de mener une politique qui, malgré le contexte économique, alors c'est peut-être parce qu'on est en journée budgétaire, parce que pour vous dire la vérité, cet après-midi, on va passer beaucoup de temps avec le maire, avec Jean-François, sur les arbitrages budgétaires 2018, donc on a la tête remplie de chiffres. Remarque, c'est bien, parce qu'on a les chiffres en tête, hein. Mais pour aujourd'hui, mais en tout cas, le contexte évidemment est très contraint, sur les collectivités et sur la ville en particulier, mais malgré cela, on a réussi par des choix de politique forts à mener une politique ambitieuse sur le plan sportif, en faisant des choix forts, notamment sur le niveau, on en parlera certainement tout à l'heure, ce qui nous permet d'avoir, je trouve, une ville toujours plus sport. Les travaux de communication, c'est toujours particulier parce qu'on a mis du temps à le sortir. Parfois ça paraît rien, une phrase, mais on a souhaité ne pas enlever le passé, donc c'est pour ça qu'on a toujours, ça veut dire que ça s'inscrit quand même dans l'histoire de la ville, mais plus parce qu'on en fait quand même beaucoup plus depuis 2014. Donc voilà un peu mon parcours qui m'a amené aujourd'hui à la fonction de maire adjoint à la ville. Merci. Et donc moi, Axel Coutan, donc comme l'a indiqué Boris, la situation est un peu particulière puisque la dernière fois qu'Aristide est venu ici il y a 2 ans, j'étais à votre place juste en face puisque je suis un ancien du Master 2.
Alors j'ai des études pas tout à fait linéaires quand même. J'ai d'abord commencé par des études d'histoire et de sciences politiques. Donc j'ai eu un premier master en sciences politiques. Et très vite, je me suis rendu compte que je voulais intégrer l'administration publique parce que j'avais réellement la fibre intérêt général ancrée en moi. J'ai donc poursuivi par un petit crochet en droit public qui m'a valu le fait d'intégrer l'administration d'État en préfecture. Donc j'ai intégré la préfecture de la Manche pendant 2 ans sur des postes très éloignés du sport puisque j'ai fait de l'instruction juridique pendant une première année. J'ai été responsable de planification en cellule de crise pendant une 2e année. Alors que ma volonté initiale c'était quand même d'intégrer le sport, notamment du fait que je suis moi aussi un produit du sport associatif canet puisque en parallèle j'ai été vice-président d'une association sportive pendant près de 6 ans, avant de prendre la présidence pendant près de 3 ans. Donc j'avais vraiment cette fibre sportive et cette volonté d'intégrer le mouvement sportif, et notamment le mouvement territorial. J'ai donc choisi de reprendre mes études en intégrant le Master 2 en management du sport, après cette première courte vie professionnelle. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'intégrer la direction des sports de la ville de Caen en stage. Alors on en a parlé, il y avait vraiment un mouvement et une dynamique qui s'est mis en place auprès du sport, dans le sport canet. Et moi je l'ai bien ressenti également, et ça me plaisait de pouvoir intégrer une direction des sports dans cette période de transition, et où en même temps il y avait plein de projets qui étaient lancés et où on sentait que ça bougeait. L'expérience fut très enrichissante pour moi, ça m'a convaincu de vouloir intégrer pleinement une direction territoriale des sports, celle de Caen si je le pouvais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques missions contractuelles à la suite. Je me suis notamment occupé de la patinoire de Noël, j'ai fait une petite mission à la direction de la jeunesse aussi, donc plutôt sur tout ce qui était contact avec les MJC et suivi des MJC, avant de pouvoir revenir à la direction des sports sur la coordination globale du service événementiel et promotion. Et donc, comme il a été indiqué, j'ai reçu hier mon courrier d'affectation, et donc je viens d'être nommé chef du service événementiel et promotion à la direction des sports. Bravo. Voilà. Merci. Alors, je vous propose maintenant de regarder la vidéo. Oui. Vraiment, la vidéo qu'on va vous montrer, parce que tout ça, on a voulu mettre en avant depuis 3 ans la politique sportive. On a essayé aussi de la mettre en valeur, cette politique sportive, et donc il est tout beau, tout nouveau. La ville vient de se doter d'un clip qui valorise la politique sportive. Alors pourquoi je regarde Boris? Parce que je sais que la séance est filmée, mais ce film n'est pas encore diffusé. Il n'a pas été non plus montré en interne. Il sera montré que dans une dizaine de jours, une semaine à peu près avant l'Open de tennis, puisqu'on voulait qu'il soit sorti pour le dernier événement de l'année sur la ville. Ça veut dire que, je compte sur vous pour ne pas le mettre au montage, en tout cas pour le couper au montage, et ne pas le diffuser là, ou en tout cas ne pas le capter pour le mettre sur les réseaux sociaux, puisque on a une diffusion qui va démarrer qu'à partir dans 8-10 jours. Donc vraiment, je compte sur vous. Vous verrez, en tout cas, cette vidéo, elle nous plaît, on trouve qu'elle représente bien le sport canet. Vous verrez aussi qu'elle est un peu atypique, elle n'est pas forcément très institutionnelle, telle qu'on voit d'habitude dans des vidéos qui valorisent les politiques sportives. On la trouve assez moderne, donc on peut y aller. Alors ça fait partie d'une stratégie globale autour du sport, c'est-à-dire que ça fait partie des leviers de la ville. Évidemment, c'est pas la seule politique qui est valorisée, mais on a souhaité, avec le maire, mettre en avant cette politique sportive avec un outil. Alors celui en plus qu'avait la ville était quand même assez vieillissant. Il n'était pas tourné sur la vidéo, c'était juste des chiffres. Donc normalement, elle rend mieux, je vous assure. Mais en tout cas, j'espère. Sur l'ordinateur, elle fonctionnait mieux. L'idée, c'était d'avoir une vision un peu représentative de ce qui est fait sur la ville, à la fois sur les sports nautiques, les sports de plein air qui sont vraiment une des priorités, le sport de haut niveau, nos événements, avec une espèce de fil rouge, puisque l'idée, c'était un enfant qui se réveille, qui vit le sport à Caen et qui se couche avec plein d'étoiles du sport dans la tête. Donc là, on l'a pas bien vu à la fin, mais c'est en tout cas ça qui a guidé la réalisation de ce clip vidéo.
faut que je continue, du coup, je suis... Ah, pardon. Du coup, voici le plan que va suivre cette conférence. Et avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter la nature de vos relations et la fréquence à laquelle vous vous voyez? Attention. Avec notamment Jean-François. Alors effectivement, quand on est maire adjoint, le lien le plus étroit, il est avec le directeur du service, hein, la direction des sports. Nous, on a un fonctionnement quotidien. Alors on se voit pas forcément quotidiennement. D'abord, c'est quand je suis pas le mardi, le vendredi, je suis pas en mairie, donc c'est plus compliqué de se voir. En revanche, je pense pouvoir dire que je l'ai tous les jours au téléphone pour régler les différents sujets, pour qu'on puisse avancer sur l'ensemble des dossiers. Dans notre fonctionnement, on a aussi calé ce qu'on appelle nous un point hebdo, c'est-à-dire qu'on se voit forcément tous les lundis au moins une heure. Pour faire le point de l'ensemble de nos dossiers, voir comment ils ont avancé, où ils en sont, etc. Et puis se rajoutent aussi les audiences dans la semaine avec les clubs ou les rendez-vous extérieurs, des points spécifiques sur certains dossiers. Là, par exemple, cet après-midi, il y a les arbitrages budgétaires. Hier matin, pendant une heure, on a retravaillé notre budget. Voilà, c'est un lien... quasi permanent, hein, puisque toutes les décisions qui se prennent sur la ville, certes elles sont politiques, c'est-à-dire que il faut parfois décider sur les dossiers, mais et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, je pense que c'est la clé aussi de la réussite d'une politique sportive, c'est que le binôme est extrêmement important, puisque sans service, j'aurais beau avoir de belles idées. On ne peut pas les mettre en œuvre. Je veux dire, c'est le service au quotidien qui met en œuvre les choix de politique sportive. Et donc le lien il est quasi quotidien avec un fonctionnement, je trouve, assez efficace. Alors, sur la nature du lien, elle est basée sur un principe évident, un rapport de confiance. Donc ça, c'est le premier point. L'état d'esprit qui doit être partagé sur une vision commune. Ça ne veut pas dire que la vision commune exclut des divergences parfois ou des points, mais le socle commun sur l'orientation, les principes d'innovation, les principes de développement également d'une politique sportive sont tout à fait, ces principes-là sont communs. Donc la confiance, la réussite du projet, effectivement, vous pouvez avoir une belle équipe, mais si vous n'avez pas une équipe politique et un élu en charge des sports qui ne mouille pas le maillot, clairement, qui n'est pas impliqué dans les dossiers, qui travaille dur au quotidien, vous ne faites rien au niveau d'un service, puisque le décisionnaire, c'est bien le maire adjoint. Nous, on accompagne au niveau des équipes, on est là pour assurer l'animation de l'équipe, la gestion de l'équipe, administrative, financière, juridique, le management stratégique et opérationnel. Tout ça, c'est vrai. Mais si on n'a pas une définition d'une politique très claire et suivie au quotidien avec une défense auprès des différents interlocuteurs au quotidien, eh bien on ne va pas très loin. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, les principes sont vraiment confiance, état d'esprit, connivence. En tout cas, c'est très agréable. Donc on va passer à l'axe 1, définition de la politique. Juste entre parenthèses, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre les élus et les agents de la ville. Là, il se trouve que le calendrier a bien fonctionné, c'est-à-dire que souvent les élus changent, mais les équipes qui travaillent dans les différentes directions ne changent pas. Là, il se trouve qu'effectivement, au moment où on a été élu en 2014, le directeur des sports de l'époque a souhaité quitter la collectivité pour se rendre sur une autre, en l'occurrence Rennes. Il est parti sur une autre ville. Et donc ça a aussi ouvert une perspective parce que ce que vient de dire Jean-François, le projet il est partagé. C'est-à-dire qu'effectivement il est politique, mais il est partagé et il est interrogé aussi de la même manière. C'est-à-dire que effectivement on se pose tous les jours des questions pour savoir comment le faire vivre au quotidien, ce projet. Mais voilà, il y a eu un bon alignement de planètes au bon moment. Et ce qui fait qu'on... Voilà, il y a une politique sportive du coup entre le binôme élu et directeur qui est facilitée. Ce qui n'est pas toujours et aussi naturel que ça que là on a l'impression que c'est naturel et évident, mais c'est pas toujours aussi naturel et toujours aussi évident. La dominance, c'est plutôt le conflit, c'est un grand mot, mais l'inadéquation entre l'élu et son DG, comme vous disiez, il y a la permanence des équipes, ça ne pas toujours les trucs, peut-être, je sais pas, ton expérience de...
Alors, on arrive à une question finalement qui est liée à la question de la politique sportive. Est-ce qu'il y a une couleur à une politique sportive? Est-ce qu'on a des tonalités? Certainement, mais en revanche, on utilise souvent des vocabulaires différents avec des actions finalement qui se retrouvent. J'étais au département du Calvados avec une orientation politique qui était plus de centre droit. En revanche, dans nos commissions de décision, on avait un élu en charge des sports qui donnait une large place, notamment à l'opposition, et les projets étaient validés globalement à la majorité, ou voire même étaient encouragés par l'opposition de l'époque. Ce qui veut dire que globalement, un fonctionnaire donc est neutre par définition, et là pour accompagner des politiques sportives souhaitées par les élus et notamment par la majorité, mais dans la façon de mener la politique, on peut avoir soit des politiques clivantes, soit des politiques sur lesquelles on se retrouve. Donc au niveau du département, c'était le cas. Au niveau de la ville, j'ai le sentiment qu'il y a une opposition. Maintenant, sur les principes fondamentaux, quand on regarde objectivement les faits, on y reviendra. La nature et le montant des investissements, le modèle économique qui est choisi, plutôt le modèle de financement, notamment du sport de haut niveau par rapport au sport amateur, ça aurait pu être une politique aussi de gauche, si je puis dire, puisque l'orientation est de soutenir le sport amateur et plutôt de réduire nos interventions sur le sport de haut niveau professionnel en particulier. Est-ce que c'est de gauche ou de droite? En l'occurrence, c'est un élu qui l'a porté et qui permet de dégager des marges de manœuvre sur le sport amateur. Donc, voilà les éléments que je pourrais donner. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir la politique sportive de la ville en expliquant son évolution? Oui, et heureusement même, sinon ce serait inquiétant. La politique sportive, je vais essayer de le faire court, elle a été conçue depuis le début, quand on a construit ce projet-là, autour de 4 grandes priorités. Alors, elles n'ont pas d'ordre hiérarchique. Là, je vais les citer dans un certain ordre, mais c'est pas, la première n'est pas celle qui est la plus importante. La première des priorités, c'était d'engager un plan de rénovation très important de nos équipements sportifs. Caen a beaucoup d'équipements, quasiment dans toutes les disciplines possibles, mais ils ont tous été construits quasiment à la même époque, et donc il y a un besoin de renouvellement, en tout cas de modernisation de nos équipements, un besoin très important. Parce que le premier frein à la pratique, ça reste quand même les équipements. C'est-à-dire que si on veut favoriser la pratique sportive, ce qui est quand même le but de toute politique sportive, il faut qu'on puisse avoir des équipements qui permettent de pratiquer. Et donc on a engagé un plan très ambitieux, et là pour le coup je le dis assez fort, puisque sur l'ensemble du mandat, d'ailleurs c'était à la fin du clip, on va avoir engagé un peu plus de 20 millions d'euros pour rénover nos équipements sportifs. En termes de comparaison, je vais le faire sur les 2 derniers mandats, comme ça il n'y aura pas de... puisqu'il y a eu les 2 couleurs politiques avant. Sur le dernier mandat, on était autour de 12 millions d'euros, et sur celui d'avant de 8 millions et demi. Vous voyez qu'il y a quand même un mouvement très net, puisqu'on passera de 12 millions d'euros d'investissement à un peu plus de 20 millions d'euros d'investissement sur le mandat, avec vraiment un souhait de moderniser nos équipements existants, d'essayer de combler les manques, par exemple d'une base nautique, que nous n'avons pas... si on en avait une, mais... Je ne sais pas si on peut plus une base nautique. Une petite maison. Petite maison avec un petit vestiaire. Mais c'est pas vraiment une base nautique. Donc on essaie de combler nos manques. Mais on a engagé un vrai programme de rénovation en changeant de philosophie par rapport à ce qui a été fait depuis 25 ans sur la ville. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de saupoudrer un peu les investissements, c'est-à-dire qu'on refaisait un mur d'un gymnase, d'un vestiaire, et puis on faisait un bout de l'éclairage d'un autre vestiaire, puis un bout de toiture du 3e, et puis on étalait ça du coup sur 5-6 ans. Nous on a fait un choix différent, c'est-à-dire que quand on s'attaque ou quand on décide de rénover un équipement, on essaie de le rénover en profondeur. C'est-à-dire que là, on a par exemple, on vient d'inaugurer deux rénovations, celle de gymnase, de vestiaire sur le quartier du Chemin Vert, et là hier sur le stade Bendif, sur la Guérinière, sont des investissements importants, puisque c'est 1 million d'un côté, 450 000 de l'autre, un peu moins d'1 million, 950 000 euros.
Là, on refait tout comme ça. C'est-à-dire qu'on refait les carrelages, les sols, les plafonds, pour repartir sur une condition de pratique de meilleure qualité. Donc ça a été vraiment c'est une priorité très importante, qui va évidemment qui s'étale sur le temps, qui impose aussi des contraintes. Je pense qu'il en parlera peut-être à Jean-François, à l'ensemble des services, pas qu'à la direction des sports, aussi à la direction des bâtiments communaux, qui gère l'ensemble de ces travaux-là. Ça a été une surcharge considérable de travail, puisque quand vous passez de 12 millions à 20 millions, vous vous doutez bien qu'il y a de plus en plus de projets. Donc c'est beaucoup de projets à suivre sur l'ensemble des quartiers de la ville. Et donc ça a été un effort vraiment très important et ça mobilise des énergies dans les services, beaucoup d'énergie, parce que c'est un suivi quotidien. En plus, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'aime bien suivre vraiment du début jusqu'à la fin les chantiers. Donc je relance en permanence parce que je souhaite que les projets sortent le plus rapidement possible. Donc vraiment, priorité à l'investissement, ça c'est la première grande priorité. La deuxième, c'est le soutien à l'événementiel sportif. En ayant en tête que l'événementiel sportif, il a cette vocation à la fois, il a une double vocation pour moi. Il a d'abord cette vocation d'essayer d'amener à la pratique sportive par des événements qui permettent de rayonner, et puis aussi, dans un autre levier, de faire parler de Caen en dehors de ses frontières, notamment pour les plus grands événements. Et c'est pour ça que nous avons renforcé nos soutiens aux événements sportifs, les courants de la liberté, le BMX, la Normandie Channel Race, l'Open de tennis. Voilà, ce sont des événements que nous soutenons davantage, conscients du rôle qu'ils jouent sur le territoire. Et nous avons aussi maintenu notre soutien à ce qu'on appelle les manifestations sportives, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans les clubs. Alors ça, on est loin des événements que je viens de citer, des grands événements avec beaucoup de public et des événements grand public, mais ils sont aussi importants, tout ce qui se passe dans l'ensemble des 200 clubs de la ville au quotidien, des petites animations. Donc on les soutient aussi dans ce domaine-là. La troisième priorité, ça a été de redéfinir ce que nous on appelle l'animation municipale, l'animation sportive municipale. La ville de Caen, elle a une particularité, un atout, c'est qu'elle dispose en régie d'éducateurs sportifs qui permettent donc d'agir sur le territoire. On en a une vingtaine d'éducateurs, alors un peu moins maintenant, une quinzaine d'éducateurs sportifs qui agissent sur le territoire. Alors ils agissent sur le temps scolaire, c'est pour ça qu'on a un nombre de 3700 heures d'intervention sur le temps scolaire. Et puis ils agissent aussi sur le temps extrascolaire, et nous avons redéfini leurs interventions, notamment pour permettre l'application d'une politique importante qui était un projet, un choix politique, c'est la mise en place du sport sur ordonnance. La ville de Caen a rejoint ce dispositif national. Et donc ça a nécessité de réorganiser aussi, je pense que Jean-François en parle, le service pour cela, mais pour rentrer dans ce dispositif qui nous semblait fondamental. D'ailleurs, on ne respecte pas du tout ce qu'il faudrait faire, puisqu'on vient encore d'assister à une conférence la semaine dernière sur le sport santé. Nous devrions faire la conférence debout, puisque il a été démontré lors de cette conférence que faire du sport, évidemment, c'est bon pour la santé, mais il a surtout été démontré que ne pas en faire nuit à la santé, ce qui n'est pas exactement la même chose, et ce qui montre que nous ne devons jamais rester de plus d'une heure et demie d'affilée assis. Nous devons faire au moins 30 minutes de marche par jour active. Voilà, donc ne prenez jamais l'ascenseur. Si vous prenez l'escalator, vous le prenez, mais vous le montez en même temps. En tout cas, voilà, c'était un levier fort, la politique santé au sens large, et de rentrer dans ce dispositif qui en plus, étant donné que certaines villes ont déjà lancé ce dispositif, nous a permis d'être innovants dans ce dispositif. D'ailleurs, c'est un peu l'espèce de fil rouge de l'ensemble de notre action. Innovant parce que l'objectif de ce dispositif-là, c'est d'amener à la pratique autonome des gens qui souffrent de pathologies, puisque nous avons ciblé pour cette première année de mise en œuvre, puisqu'on a démarré en septembre, 5 pathologies. Tout ça s'est fait avec évidemment les experts médicaux. Ça a mis 1 an de travail. Il a fallu mettre tout le monde autour de la table, tous les spécialistes du milieu médical. Et donc nous avons ciblé 5 pathologies précises. Et donc maintenant dans ce dispositif-là, les médecins peuvent prescrire 30 séances à leurs patients. Nous les recevons à la ville. Nous les suivons pendant leurs 30 séances. Mais la spécificité du dispositif Canet, c'est que nous, notre objectif, c'est les amener à la pratique autonome. C'est pas qu'ils fassent 30 séances avec nous et puis qu'après ils arrêtent la pratique. D'ailleurs, c'est pas le sport, c'est l'activité physique adaptée. Parfois, bouger, lever les bras, ça peut être considéré comme faire partie de soins dans certaines pathologies. Et donc, notre objectif, nous allons les suivre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après ces 30 séances pour s'assurer qu'ils sont rentrés dans une pratique autonome
qui est bonne pour leur santé. Donc ça, c'est le troisième levier qui est récent, puisque nous l'avons mis concrètement en œuvre, réellement à l'échelle de la ville. Dispositif, d'ailleurs, je le dis, qui ne concerne que les habitants de Caen, puisque le dispositif est financé par la ville. On peut avoir un médecin qui soit généraliste ou spécialiste en dehors de Caen, du moment qu'on habite Caen, on peut bénéficier de ce dispositif-là. Et puis le quatrième axe, c'est le soutien au monde sportif amateur et professionnel. Et pourquoi j'ai démarré celui-là, c'est parce que finalement, la redéfinition de notre manière d'intervenir sur ce levier nous a permis de faire tout ce que je viens de vous citer. C'est-à-dire que le soutien des clubs, chez nous, c'est évidemment le soutien amateur et le soutien au monde professionnel. Et nous avons entièrement redéfini nos relations avec le seul club professionnel de la ville, le Stade Malherbe, partant du principe, et nous partageons cela avec le maire, que le rôle d'une collectivité, d'une ville, sur le sport professionnel, ça n'est pas d'attribuer des subventions de fonctionnement régulières, c'est de mettre à disposition un outil performant qui va permettre au club de pouvoir, après, pratiquer dans de bonnes conditions et développer son modèle économique. Et c'est pour ça que l'année passée, en juin 2016, c'est 2016 ou 2015 ? J'ai un doute. 2016, en juillet 2016, nous avons signé une nouvelle convention avec le Stade Malherbe pour les 12 prochaines années. Et cette convention, elle est assez simple. Nous avons confié à Malherbe l'ensemble de la gestion des équipements, c'est-à-dire du stade d'Ornano et des terrains d'entraînement qui vont avec, à l'exception du stade Venoy, puisque nous souhaitions le garder dans le giron de la ville. Donc nous leur avons confié la gestion, c'est-à-dire aussi les coûts qui vont avec, c'est-à-dire l'entretien des pelouses, la gestion des sécurités, l'éclairage du stade d'Ornano. Ça peut paraître rien, mais rien qu'éclairer le stade d'Ornano, c'est quand même 140 000 €. Donc c'est pas rien. Et donc nous leur avons confié ça, mais nous leur avons aussi permis, du coup, comme ils ont la gestion du stade, de bénéficier de recettes liées au stade. C'est-à-dire qu'ils peuvent louer les espaces du stade d'Ornano, ils peuvent faire des colloques autour des entreprises, ils peuvent même aller jusqu'au naming, ils ne l'ont pas encore fait, ou nommage, je ne sais jamais comment il faut dire. Mais ils ont la possibilité, même si je pense que les dirigeants n'ont pas aujourd'hui le souhait d'aller dans cette démarche-là, sous certaines conditions. On ne peut pas transformer le stade d'Ornano en stade Ricard ou en stade Cochonou. Tout ça est soumis à la validation évidemment de l'équipe municipale. Et c'est cet état d'esprit qui nous a guidés. Et parallèlement, nous avons investi 3,5 millions d'euros pour la rénovation de leurs équipements. Mais nous nous sommes désengagés en termes de fonctionnement, en termes de subventions de fonctionnement. Si bien qu'avec ce modèle économique nouveau sur la ville, d'ailleurs qui est en train d'être copié un peu partout, je veux dire, c'est le mouvement le ministre des Sports à l'époque était venu à Caen pour valoriser ce qui avait été fait à Caen, mais on voit que c'est en train de se développer. Certains vont même jusqu'à donner la propriété du stade, ce qui n'est pas le cas à Caen. Nous gardons la propriété du stade, d'Ornano et des terrains maintenant. Et donc ce nouveau modèle économique, c'est ce qui nous a permis de dégager des marges de manœuvre, puisque globalement le budget des sports a été soumis, comme les autres budgets de la ville et dans le contexte général, à une baisse, puisque nous avons subi la baisse des dotations de l'État à peu près de 3 millions d'euros par an depuis 2014, que parallèlement le maire a souhaité ne pas actionner le levier fiscal, puisque nous n'augmenterons pas, nous avons même décidé de baisser. On est la seule ville de plus de 100 000 habitants à le faire en France, à baisser de chaque année 1% les impôts. Donc si vous ne jouez pas sur les recettes, puisqu'on a décidé de ne pas jouer sur le levier des impôts, vous êtes donc obligé de jouer sur le levier des dépenses, et donc nous avons fait en sorte de faire des économies de fonctionnement. Et donc nous, au sport, notre modèle a reposé sur ce nouveau modèle avec le Stade Malherbe, ce qui nous a permis de développer nos investissements, d'engager le sport sur ordonnance, de soutenir l'événementiel sportif, et de soutenir, puisque c'est le rôle principal de la ville, le sport amateur, les 215 clubs, sport amateur et sport de haut niveau, puisque si Malherbe est professionnel, on a aussi, et c'est une caractéristique particulière de la ville, parce qu'on est une des 4 seules villes de France à avoir 3 clubs dans les 2 plus hauts niveaux national, dans les 3 disciplines collectives majeures, foot, hand et basket, ce qui impose certaines contraintes, on en parlera cet après-midi. Mais en tout cas, on a du coup pu maintenir notre soutien au sport amateur, en le rendant plus lisible et plus équitable, puisque dès notre arrivée, nous avons décidé de mettre en place nous avons mis en place des critères d'attribution de subventions. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait du prince ou de la princesse selon les élus qui décident des subventions comme ça. Nous avons décidé d'objectiver les attributions de subventions en s'appuyant sur des modèles qui existaient dans d'autres villes. Et donc à partir de ces critères, ça a amené à des ajustements, puisque une vingtaine de clubs ont vu leurs subventions baisser, une vingtaine ont vu leurs subventions augmenter, pour pouvoir avoir une équité entre les disciplines, entre les clubs,
et entre les quartiers de la ville. Donc voilà un peu les 4 grandes priorités de la ville qui ont été permises par ce nouveau modèle économique que nous avons pensé avec le Stade Malherbe. Ce qui est bien, c'est que vous avez pratiquement répondu aux 5 axes. Donc on va pouvoir arrêter. Pas la deuxième. Non. Vous avez parlé d'une réorganisation de la direction des sports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son évolution ? Alors c'est plutôt Jean-François qui va vous l'expliquer. Alors comme on l'a vu initialement, sur la partie politique, et notre maire adjoint définit les grands axes politiques, et après sur l'animation des équipes, sur la construction des équipes et l'organisation de la direction. Donc c'est bien moi qui ai cette charge. Donc historiquement, on a, en lien avec la précédente municipalité, même bien avant, d'ailleurs depuis Marc Bourris, que vous devez connaître, cette organisation a été territorialisée et donc en secteurs. La ville a été découpée en 4 secteurs avec des coordinateurs de secteurs qui faisaient dans une logique de polyvalence à la fois ce qu'on appelle l'animation des clubs, de l'événementiel, de la gestion d'équipements sur leur secteur. Quand donc Aristide Olivier est devenu maire adjoint, vous avez vu les 4 axes. Eh bien, le travail d'un directeur des sports et d'une direction des sports, c'est de pouvoir mettre en œuvre cette politique à travers une organisation qui va être reliée. Finalement, c'est pas très compliqué puisque à travers ces 4 axes qu'on a pu identifier au niveau de la politique sportive, les équipements, l'animation sportive, l'événementiel, les clubs, eh bien, on retrouve finalement globalement nos 4 services. Un service événementiel et promotion qu'Axel Coutan dirige, dont il va nous parler un peu de ses spécificités. La partie animation et vie des clubs, donc l'encadrement des éducateurs par un chef de service. La politique de gestion des équipements sportifs qui correspond à la mise à disposition d'un outil dans des conditions optimales avec une gestion des créneaux qui est une problématique très forte dans une collectivité locale, comme vous pouvez le savoir pour certains. On a une concurrence assez rude sur le fait d'attribuer les créneaux et donc d'arbitrer. Donc on a un service équipement sportif. Et enfin, on a aussi lié à l'attribution de subventions un service administration ressources qui est extrêmement important au quotidien. Donc on est passé d'une logique sectorielle, territorialisée, à une logique thématique qui permet, alors il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des politiques. Là, le grand avantage de cette organisation, elle tient au fait de la recherche de cohérence et de l'efficacité, notamment d'un point de vue managérial, puisque quand on est sur des logiques sectorisées, chacun essaie de défendre son secteur. Je suis responsable du secteur nord, je vais penser que les meilleures associations sont au nord de la ville. Les équipements sont les équipements les plus vieillissants et donc il faut les moderniser absolument. Les budgets alloués à l'événementiel ou aux petites manifestations, il faut les orienter plus fortement sur le nord par exemple. Et quand je suis arrivé, je me suis posé d'ailleurs des questions, parce que la première fois que je suis arrivé dans cette direction, déjà le bâtiment ne vous donne pas forcément envie d'y revenir. Et quand j'ai vu aussi le climat aussi social, pas l'impression que le climat social était très positif et opportun à des logiques de développement, puisqu'on avait aussi des logiques concurrentielles entre secteurs et des façons d'appréhender et de traduire la politique qui étaient propres à chacun des 4 coordinateurs de secteur. Ce qui pose quand même quelques problématiques parce que la ville est une et pas 4. Donc c'est derrière cette question, on a fait le choix de réorganiser totalement cette direction des sports en passant d'une logique de polyvalence à une logique de thématique. Donc il faut que ce soit accepté, il faut que ça passe par des passages avec des organisations syndicales et surtout l'équipe, on le verra sur la partie managériale, il faut que l'équipe adhère aussi à ce projet avec un changement de métier. Bon, on a renouvelé beaucoup malgré tout. Ce que Jean-François présente comme quelque chose d'assez naturel est quand même assez complexe. C'est-à-dire que ça a mis un peu plus d'1 an à être organisé, puisque la manière dont était organisée la direction, elle datait de effectivement presque 20 ans. Donc vous doutez bien que des habitudes sont prises, et donc un changement aussi profond ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça a été beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour qu'on puisse avoir cette organisation qui nous semblait correspondre à ce qu'on souhaitait mettre en œuvre sur le terrain. Alors, justement, du point de vue managérial, comment vous gérez toutes ces différentes équipes ? Alors, c'est le cœur même d'une mission, d'une direction, d'un chef de service, d'un directeur.
c'est la question de l'équilibre finalement. On parle souvent de type de management. Est-ce qu'on a un type de management persuasif, un management participatif, délégatif? Bon, tout ça pour moi c'est un peu de la théorie en réalité, parce qu'en fonction des situations, eh bien, on adapte son modèle. En fonction des personnes que vous avez en face de vous, si elles ont un état d'esprit dans lequel vous avez une confiance absolue, vous pouvez plus facilement déléguer que lorsque vous êtes dans un modèle où vous sentez que vous avez des agents qui ne partagent pas tout à fait les mêmes orientations que les vôtres, et celles des élus en particulier. Où là, vous êtes plutôt dans un mode plus directif, basé sur le résultat et sur les objectifs à tenir, avec moins de participation. Donc, sur la question de la réorganisation de l'équipe, on a essayé de faire participer chacun des agents, globalement, à cette réorganisation, en voyant les plus-values et aussi les pertes pour certains, et globalement, faire comprendre que soit on adhère au projet et on y va, mais si on n'adhère pas, la porte est ouverte également. C'est-à-dire, c'est pas un accompagnement vers la mobilité si on ne partage pas le projet, sous l'angle d'un management persuasif, c'est-à-dire que si l'agent ne correspond pas, eh bien, et ne partage pas le modèle du directeur par exemple, eh bien on s'en va. C'est pas tout à fait ça que je veux dire. En revanche, la question du management au quotidien et de l'adhésion, elle est en fonction de la situation. Quand on est en état de crise, parfois, on a des situations de crise, quand on réorganise le temps de travail avec des augmentations, eh bien, on est sur un mode qui va être peut-être un peu moins directif par moment, peut-être un peu plus, je dirais, sous le mode de la participation, essayer de faire ressortir des éléments. Tout ça est basé en fait sur de la psychologie. On parlait de parcours ou d'orientation. Au quotidien, quand on fait du management, en fait, on essaie de comprendre ce que l'autre veut en face de vous. Quand vous faites une réunion, vous essayez de donner, je dirais, à manger à chacun pour qu'il puisse s'y retrouver. Autrement, on perd vite le fil. Maintenant, dans le temps, ce qui est difficile quand on arrive, c'est qu'on a toute la partie historique. C'est-à-dire des relations qui se sont nouées au-delà même de ce que vous pouvez imaginer au quotidien, prendre le café ou autre. Mais c'est d'aller chez un tel, chez son supérieur hiérarchique et avoir des relations de connivence, de masquer des choses qui ne sont pas forcément autorisées. Bon, tout ça, il faut l'avoir en compte puisqu'il y a de l'affect au quotidien. Et cet affect, quoi qu'il arrive, quand vous arrivez, vous avez déjà des attitudes qui sont soit des attitudes de rejet ou des attitudes d'adhésion. Voilà quelques éléments, on va dire, de management et de gestion des équipes. Une question pour Axel. Tu es nouveau et tu es devenu chef. Comment tu fais pour t'intégrer et trouver ta place au sein du service? C'est la question que je lui ai posée à son entretien d'embauche. J'ai un micro du coup. Alors la question qui n'est pas simple, et d'autant plus qu'en intégrant ce nouveau poste, ma marge de progrès à moi, elle est clairement sur les aspects management, puisque dans ma carrière, j'ai jamais eu d'équipe à diriger. Après, je pense qu'il y a une part assez naturelle quand même dans le management qui est issue du fait qu'il y a une sociabilité. Pour manager une équipe, je pense qu'il faut aussi aimer les gens et aimer travailler en équipe, clairement. Et là, pour le coup, je pense que j'ai cette chance-là, c'est que je suis quelqu'un d'assez souriant et spontané et qui aime travailler avec les gens, qui aime les relations humaines. Et donc, clairement, je vais être forcément toujours un petit peu dans l'interaction, à essayer de découvrir l'autre. Et comme disait Jean-François, il faut toujours essayer de trouver les moteurs chez chaque agent pour essayer de travailler sur ces moteurs-là et d'aller dans une direction commune. Donc là, c'est quelque chose que je découvre. Donc on pourra en reparler peut-être dans un an pour voir comment ça s'est mis en place. Mais pour l'instant, je suis dans la phase d'intégration où justement je découvre ces relations avec les agents. Pour l'instant, tout se passe très bien. Jusqu'à présent, Ouf. Tout se passe très bien. La particularité du service événementiel, on l'a dit, la direction des sports elle a été réorganisée et le service événementiel n'existait pas il y a 3 ans, c'est ça? Il a été créé il y a 3 ans maintenant. Il y a quand même une particularité forte, c'est que les agents qui sont dans le service événementiel, donc il y a 4 agents, enfin 5 avec le chef de service, donc il y a 2 agents chargés de suivi des manifestations, des événements. Il y a un chargé de promotion, donc qui est plutôt sur les aspects promotionnels, communication, et une assistante administrative. Et donc sur les 3 chargés de suivi, qu'ils soient d'événements ou de promotion, ce sont des anciens éducateurs sportifs. Donc en fait, il y a un nouveau métier pour eux à intégrer.
Et du coup, c'est quand même un travail collectif et une démarche globale, puisque eux sont aussi dans l'attente de pouvoir avoir des outils pour vraiment s'exercer pleinement dans ce nouveau métier. Ils n'ont pas forcément la formation initiale pour faire du suivi de manifestation, qui demande une rigueur administrative qui peut-être pas correspond pas au travail des éducateurs sportifs de base, mais par contre ils ont une connaissance du milieu sportif, une connaissance des acteurs qui est très enrichissante pour pouvoir mener au quotidien une plus-value sur le montage de manifestations, d'animations auprès des associations sportives. Alors, on va passer à l'axe 2 sur la construction d'un budget. D'abord, au niveau de la ville, comment en fait est attribué donc, le budget alloué au sport? Donc, quelles sont les étapes et les modalités d'attribution? Le budget des sports, comme dans toute collectivité, d'abord il se scinde en deux grandes parties, l'aspect fonctionnement, l'aspect investissement. Clairement, quand je vous disais les choix qui ont été faits sur la ville, c'est de pouvoir maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour garder une capacité à investir. Puisque de toute façon, c'est comme ça que, comme on a décidé d'augmenter les recettes, si on veut garder, c'est notre objectif, un niveau d'investissement très élevé, il a donc fallu qu'on puisse comprimer ces dépenses de fonctionnement. Alors le budget, il est monté comment ? Il est assez simple, je l'ai un peu en tête, donc là c'est quand même assez facile. Sur la partie fonctionnement, de toute façon les chiffres sont publics, donc il y a pas de. On va parler de 2017. C'est simple, le budget des sports, vous avez à peu près 1,5 million d'euros sur les subventions aux clubs amateurs, 1,5 million d'euros sur le soutien au sport de haut niveau. 400 000 sur l'événementiel sportif. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les frais généraux, c'est-à-dire les transports scolaires pour les enfants, etc. Où là, vous avez, et puis aussi pour faire vivre le service. Je ne parle pas ici du volume RH en termes de budgétaire, mais c'est un volant quand même important. D'ailleurs, je ne l'ai pas en tête, moi, le volume RH exactement. Mais en tout cas, on est à peu près sur ça. On a un budget autour de 4 millions d'euros chaque année. Et donc là, comme toutes les directions, on doit présenter en fonctionnement et en investissement. Alors le choix était renforcé. Nous avons à peu près 700 000 euros d'un côté et 850 000 euros de l'autre pour rénover nos équipements sportifs. C'est-à-dire qu'à peu près 1,5 million d'euros où on rénove nos équipements sportifs. C'est vraiment les lignes rénovation. Elles s'appellent d'ailleurs dans le budget grosse restructuration. Donc, ou modernisation des équipements sportifs. Et puis après, nous avons les opérations particulières, c'est-à-dire les opérations que nous on appelle les opérations d'envergure. L'investissement de 3,5 millions d'euros pour le Stade Malherbe, il fait partie de cette ligne budgétaire-là. Vous avez sur cette ligne-là la création de la base nautique, les travaux vont démarrer à l'été prochain, c'est sur cette ligne-là. La rénovation complète du Stade Elitas, c'est sur cette ligne-là. J'ai démarré, donc maintenant je vais être obligé d'aller au bout. La création d'un gymnase sur le quartier de Saint-Jean-Eudes, qui est le seul quartier de la ville qui n'a pas d'équipement sportif, c'est sur cette ligne-là. Il m'en manque. La création d'une salle de musculation pour les clubs de haut niveau sur le site d'Elitas, c'est aussi sur cette ligne-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opérations particulières, les opérations d'envergure. Donc, et là, nous en avons quelques-unes. Donc certaines sont déjà livrées, j'en ai oublié. Ça, j'en ai parlé. Et c'est déjà pas mal, quand même. Il y en a tellement que... La base d'aviron, non, la rénovation de la base d'aviron, elle est sur les crédits, sur les 706 000 euros de rénovation des bâtiments sportifs. Elle n'est pas sur les opérations d'envergure. Donc en investissement, c'est simple, vous avez la ligne qui est vraiment très bâtiments communaux, de grosses réparations, les problèmes de toiture, etc. Chose classique, 850 000 euros. Pareil pour rénover, mais qui peuvent aller un peu au-delà des choses, c'est-à-dire la rénovation des vestiaires, c'est sur ce type de ligne. Et puis vous avez les opérations d'envergure. Voilà un peu nos lignes d'investissement, et on a aussi l'achat de matériel pour 200 000 euros pour rénover le matériel dans les équipements sportifs, les ballons, etc. Donc c'est vraiment ces deux piliers-là, fonctionnement, investissement. Donc là, on est en pleine construction du budget 2018. C'est complexe, c'est très complexe, puisque le contexte général est complexe. D'abord parce qu'il est très flou, donc il n'y a rien de pire quand vous avez quelque chose de flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment, au niveau national, je ne parle pas sur le niveau de la ville, mais ça a un impact fort sur les dotations de l'État vis-à-vis de la ville.
c'est un peu flou. Alors a priori, il n'y aurait pas de baisse de dotation de l'État en 2018. Mais bon, c'est pas encore. Vous avez bien vu qu'en ce moment il y a la conférence des maires, etc. Tout ça est en train d'être travaillé. La réforme sur la taxe d'habitation fait peser aussi une incertitude importante sur les collectivités. La réforme qui a eu lieu sur, c'est passé inaperçu sur le logement social, a un impact fort aussi sur le budget de la collectivité. Donc c'est un peu compliqué de construire le budget. Il faut qu'on le présente cet après-midi, d'autant que le sport a une particularité sur la ville, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très dynamique, notamment sur son volet haut niveau. Et donc on a des clubs qui montent, le hand qui a rejoint la Pro League, le basket qui a rejoint la Pro B, donc on essaie d'accompagner au mieux ces clubs-là, mais ça a donc des incidences budgétaires. On est très content, hein, soyez rassurés. Moi, ça me rassure. Je suis très content que Caen soit une des 4 seules villes à avoir 3 clubs dans les 2 premiers niveaux nationaux sur des disciplines majeures. Mais discipline majeure, j'aime pas trop ce terme parce que je trouve que c'est assez péjoratif pour les plus petites disciplines, hein, Axel. Mais en tout cas, ça a un impact fort et qu'il faut prendre en compte dans une particularité de Caen, c'est que la compétence au niveau, à la différence par exemple des autres villes qui ont un club en Pro League, un club en Pro B ou en Ligue 1, c'est que la compétence sport n'est pas d'agglomération, n'est pas communauté urbaine. C'est-à-dire que vous n'avez pas un double apport, c'est la ville seule qui supporte aujourd'hui le soutien au sport de haut niveau. Ce qui est une particularité, puisque quand on regarde par exemple le basket, on est la seule ville en France où on n'a pas un double apport entre agglomération et ville. Et donc ça impose encore plus de contraintes sur notre budget. Bon là, même si je pense quand même que globalement Caen est à son... Alors peut-être que ça peut encore monter d'un niveau, mais globalement, quand même en sport de haut niveau, je pense qu'on pourra difficilement élargir l'assiette, parce que je pense franchement qu'on n'est pas loin du maximum. Mais c'est vrai que ça impose, c'est compliqué quand vous avez une ligne du sport du haut niveau qui augmente. Ça impose d'autres choix pour trouver des équilibres budgétaires, puisque le sport, comme les autres délégations, doit participer à l'effort collectif pour maintenir nos coûts de fonctionnement, puisqu'à priori, mais je dis bien a priori parce que tout ça est encore un peu flou, pour pas qu'on ait de baisse de subvention, de dotation de l'État sur les années 2018, 2019 et 2020, après avoir eu une baisse très importante, hein, puisque nous avons eu à peu près 3 millions par an en 2014, 2015, 2016, ce qui représente 9 millions, alors que nous avions eu 9 millions sur les 8 années précédentes. Là, il a fallu refaire avec 8 millions de moins en 3 ans, et puis ça s'accumule en plus. Donc en réalité, c'est plus que 8 millions, parce que c'est 3 millions, plus 3 millions, mais on avait déjà perdu les 3 millions, donc vous voyez bien que c'est cumulatif. Et donc on a cette difficulté-là pour monter le budget, puisque si on ne veut pas de baisse de dotation, a priori de cadrage, il faudrait que nos dépenses de fonctionnement n'augmentent pas plus de 1,2% à l'échelle de la ville, globalement. Or, vous avez des mécanismes qui font augmenter les frais de fonctionnement, ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire la revalorisation des salaires sur un budget comme la ville, c'est important. Ça fait monter automatiquement la masse salariale. Donc ça veut dire concrètement que si on veut maintenir et qu'on veut rester dans cet objectif des 1,2% qui a priori semble être fixé, il faut donc qu'on baisse nos autres, ce qu'on appelle les charges à caractère général, c'est-à-dire qu'on baisse nos autres dépenses pour pouvoir rester dans cette fourchette-là, parce qu'après, c'est simple, hein, si il fallait qu'on subisse encore d'autres baisses de dotation supplémentaires, il faudrait donc qu'on revoie notre plan d'investissement, puisque s'il fallait qu'on fasse encore des économies qui sont de plus en plus difficiles à faire, hein, évidemment, il faudrait qu'on revoie dans ce cas-là notre plan d'investissement à la baisse pour investir moins si on a une marge brute sur la ville qui diminue. Donc là, on est en plein dedans. Je pourrais vous en dire plus demain sur le budget des sports. Mais vous avez les masses, en tout cas. Fonctionnement, à peu près 4 millions. En investissement hors RH. En investissement, alors vous faites le calcul, hein, un peu plus de 20 millions d'euros. Vous les répartissez parce que ça peut être un peu variable chaque année, en sachant qu'on a cette ligne de grosse restructuration pour 706 000 euros, modernisation pour 850 000 euros et les opérations particulières plutôt d'envergure.
pour préciser également les modalités finalement de décision, de prise de décision des choix budgétaires. Très concrètement, on a au niveau des directions des premières réunions qui s'opèrent avec à la fois le directeur des services financiers, la direction des ressources humaines, le DGS, le directeur de cabinet. Et là, évidemment, vous êtes devant, non pas un tribunal, mais chacune des délégations, le sport, la culture, la jeunesse. Chacun, effectivement, doit participer à l'effort qui était envisagé, puisqu'autrement, on ne pourrait plus participer à l'investissement au niveau de la ville, notamment. En revanche, vous comprenez bien que ce sont aussi les mêmes logiques sectorielles qu'on a pu voir à la fois sur les territoires tout à l'heure, de défense, là, au niveau des thématiques, dans chacun des secteurs. C'est-à-dire que le directeur des sports, sauf évidemment à garder cet état d'esprit pour faire des économies, n'est pas tout à fait maso en disant qu'il va aller chercher plus loin que ce qu'il faut trouver. Et parfois, certaines directions aussi peuvent être dans une situation où, dans laquelle on essaie de réduire le moins possible. C'est-à-dire que si l'objectif est à 3%, on va se rapprocher des 2%. Ce n'est pas du commerce ou le rôle d'un VRP que de dire oui, si j'ai 3% d'augmentation à faire à un moment, je vais le faire progressivement dans le temps parce que je vais gagner du temps sur l'année suivante. Bon, toutes les stratégies sont possibles. Vous voyez, celles qu'on peut trouver dans le commerce habituellement, on peut les retrouver aussi dans cette logique de défense budgétaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un choix politique est donné, et qui est légitime, qui est accompagné aussi par les services, de dire effectivement on est la dernière collectivité de France en termes de soutien, on l'était, en termes de soutien au sport de haut niveau sur la partie du CBC et du hand, qui ont explosé ces dernières années, puisqu'il y a 5 ans, le handball était en pré-national, pratiquement 6 ans, et ils sont en Pro D2, donc avec des équipes professionnelles, avec des budgets qui ont triplé en 5 ans. Vous augmentez de 250 000 euros d'un côté, si vous avez moins 3% à faire sur le budget général, vous comprenez que sur les 1,5 million sur le sport de haut niveau et les 1,5 million sur le sport amateur, si on vous dit il ne faut pas toucher au sport amateur, l'équation devient difficile. Et c'est ce qu'on a en ce moment, finalement. La discussion de cet après-midi revient à cette équation qui est délicate. Réduire de 3% quand on a augmenté de 250 000 euros de manière légitime un club. Après, on a les arguments nationaux, ce que je viens de vous dire à l'instant. Est-ce qu'on souhaite avoir une politique volontariste en matière de sport? Parce que quand on parle de Caen, on parle du Stade Malherbe de Caen, on parle du CBC, on parle des autres clubs aussi. Et donc, c'est un élément d'attractivité. En revanche, est-ce que ça doit être au détriment d'autres clubs? A priori, ce n'est pas la volonté politique. Moi, en tant que fonctionnaire, je vais avancer des chiffres. Est-ce qu'on doit diminuer des crédits politiques de la ville sur des interventions en faveur des associations à hauteur de 22 000 euros? Oui, non. Oui, dans quelle mesure? Non. Est-ce que ce sont des pourcentages? Et on peut serrer, on va dire, tout le domaine de nos interventions, que ce soit sur des associations de soutien au sport de haut niveau, par exemple. Toutes ces politiques doivent être passées en revue pour voir dans quelle mesure on arrive à trouver l'équilibre. Après, il y a des logiques qui dépassent la direction, qui arrivent au niveau du maire, et qui, lui, in fine, doit arbitrer. Oui, au niveau du sport, je comprends que le contexte ou pas, au niveau de la culture, mais on va dire que toutes les directions ont une bonne raison aussi de justifier de leur niveau d'intervention. Donc l'exercice est particulièrement complexe parce que il faut trouver cet objectif-là qui nous permet de maintenir des logiques de développement tout en ayant une gestion du temps et une gestion de nos finances qui soit acceptée en plus par les services. La dernière équation, c'est les ressources humaines. Un service public est forcément basé sur des agents, puisqu'autrement, on aurait simplement un service administratif de distribution de subventions, mais jusqu'à présent, ou alors il faudrait trouver un autre modèle, mais intervenir dans des équipements sportifs via des gardiens, des agents d'installation qui ouvrent les portes, qui surveillent, qui contrôlent, c'est de la main-d'œuvre. Dans quelle mesure elle est compressible? Jusqu'où elle est compressible? Est-ce qu'on a des cartes d'accès et un contrôle centralisé dans une direction des sports qui permettent de voir quelles personnes arrivent? Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas à distance? C'est un modèle. En revanche, on a aussi un travail de maintien de la sécurité, puisque quand on n'a personne dans un site, notamment dans un quartier, on sait que très rapidement, ce site devient soit squatté, soit utilisé à d'autres fins qu'à des fins sportives. Consommation d'alcool, déviance et autres. D'ailleurs, pas si loin, on a eu quelques dérives ces derniers temps. Sur la question des éducateurs sportifs, quand vous avez un éducateur sportif qui est embauché par la ville, c'est un fonctionnaire, donc il est employé à vie.
Donc si vous lui dites qu'on va supprimer son emploi, ça n'est pas possible techniquement. En revanche, la question du non-remplacement de cet agent au moment de son départ en retraite se pose. Mais c'est aussi un choix politique. Est-ce qu'on intervient moins sur le sport scolaire alors qu'on a une politique incitative de pratiques sportives dès le plus jeune âge pour éviter l'obésité ou autre? Vous voyez, ce sont des choix. Et c'est là que la combinaison technique et politique se met en œuvre. Donc c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a complètement changé de paradigme. Hier, je pense que ce qui se passe à Caen se passe ailleurs, alors aussi. Mais pendant de très longues années, les collectivités ont été habituées à avoir finalement des recettes en augmentation de 3 à 5% chaque année, ce qui facilitait la construction des budgets, soit en augmentant très légèrement les impôts, ce qu'on a fait pendant 20 ans, ce qui place d'ailleurs Caen à la 3e place nationale en termes de taxes foncières. Normalement, avec les 5 ans de baisse successive du taux d'imposition, ça devrait nous faire rentrer dans la moyenne maintenant. Mais il y avait cette habitude, et aussi dans les services au final. Et c'est un vrai changement parce que parfois on dit aussi on baisse les budgets. D'ailleurs, méfiez-vous de ce terme-là parce que pour l'instant à l'État, c'est pas du tout ce qui se passe. On ralentit la hausse, ce qui n'est pas exactement pareil. D'ailleurs, le maire, ça l'agace beaucoup là-dessus, c'est quelque chose qui l'agace. À Caen, on a baissé les budgets. Si vous regardez les charges courantes, elles ont baissé entre 2014 et 2017. Parce que parfois on dit que ça baisse, mais c'est la hausse qui baisse. Donc finalement ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins que ce qu'on avait prévu. C'est pas du tout ce qui a été fait sur Caen. D'abord parce que comme nous avons décidé de ne pas activer le levier fiscal, il faut que vous l'ayez en tête, quand on baisse d'1% par an les taux des impôts. Pourquoi 1% par an? Parce qu'on sait que parallèlement aussi, les bases sont revalorisées par l'État. L'objectif du maire, c'était une stabilité du coût des impôts. Parce qu'en général, donc nous on les baisse d'1% par an. En général, l'année dernière, finalement les gens ont eu une baisse puisqu'elles ont été revalorisées que de 0,6%. Donc les gens ont une baisse de 0,4%. Mais l'objectif quand on baisse de 1%, c'est une stabilité, c'est pas une baisse. C'est comme les bases sont revalorisées. C'est-à-dire qu'entre 2014, votre feuille d'impôt et votre feuille d'impôt en 2020, elle n'aura pas augmenté à Caen. C'est ça qui a été recherché. Mais par contre, il faut avoir en tête que comme d'habitude, il y a la revalorisation des bases automatique. Quand vous décidez de baisser les taux d'imposition par an, vous vous privez pour Caen d'une recette de 700 000 € chaque année. Puisque habituellement il y a la revalorisation de 0,6, 0,7, donc ça augmente nos recettes à chaque fois de 0,6, 0,7. Donc là finalement on doit faire à périmètre constant, et donc on doit à périmètre en baisse puisqu'on a perdu des dotations et que nous n'augmentons pas la ligne des recettes fiscales. On doit vraiment faire des baisses, mais non pas un ralentissement de la hausse. On a vraiment des budgets qui chutent. Alors, ils sont difficilement comparables. Si un jour vous allez voir aussi, je le dis entre parenthèses, les budgets de la ville, parce qu'il y a eu beaucoup de mutualisation entre la communauté urbaine et la ville depuis 2 ans. Donc, ne comparez pas les chiffres, parce qu'ils ne sont pas à périmètre constant. La masse salariale, par exemple, si vous regardez en 2015, elle était de 66 millions, en 2017 de 44, on n'a pas viré les gens. Ils ont été transférés sur la communauté urbaine. Non, parce que parfois, on a des raccourcis, on me l'a déjà dit. Mais oui, mais vous faites tellement d'économies sur la masse salariale. Non. C'est pas à périmètre constant. Donc il faut toujours regarder d'ailleurs à périmètre constant, puisqu'on a eu un peu plus de 700 agents qui ont été transférés à la communauté urbaine. Mais donc c'est vraiment une équation difficile. Et puis on va vivre une après-midi tonique. On va passer sur l'axe pour les équipements. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils dataient à peu près de la même période. Comment vous arrivez à mettre la priorité pour rénover ou construire un équipement? Sur la rénovation, c'est simple, il suffit d'aller sur le terrain. Quand vous rentrez dans un vestiaire, vous voyez assez vite le degré de priorité. Donc, par contre, ça nécessite d'être présent sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a une très bonne image de l'état des équipements de la ville. Et donc, à partir du moment où on a cet état des lieux, effectivement, on priorise. Là, par exemple, en 2018, on n'aura pas le choix que de rénover la toiture du gymnase du Chemin Vert, parce que de toute façon, vous voyez, là, il pleut, on ne peut plus pratiquer puisqu'il faut mettre des seaux. Donc, à un moment, ça fixe assez vite la priorité. 740 000 €. Boum. Rien que pour changer une toiture. Sur un budget de 850 000. Donc c'est réglé. 2018, c'est assez simple, notre tableau des investissements. Mais il n'y a pas de choix. Là, quand on a rénové les vestiaires qu'on a rénovés hier du stade Bendif, quand on a ouvert la porte il y a 2 ans, on s'est dit qu'il fallait quand même ça allait devenir assez urgent. Ça allait devenir les vestiaires du stade Editas.
Ceux qui sont devant, c'est assez urgent quand on rentre dedans. La piste, voilà, finalement, ça se dégage assez naturellement. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a une longue liste. Et donc, on fait au plus urgent. On le fait aussi avec. On a de la chance, on a une expertise technique, hein, à la fois des gens de la direction des sports et à la fois de la direction des bâtiments communaux. Les gens connaissent bien les équipements, ont une expertise, et donc on fait selon les urgents, ce qui nous semble le plus prioritaire. Comme on a réussi à investir davantage, ça nous a quand même donné un peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de faire moins de choix. Par contre, quand vous avez une année comme 2018 où vous avez un gymnase, celui du chemin vert, où il faut refaire la toiture pour 740 000 sur 850 000, ça veut dire qu'effectivement, il y a des projets qu'il va falloir qu'on recule, puisqu'on ne va pas pouvoir les mener. Ensuite, les projets d'envergure, ceux que je vous ai cités sur les projets d'envergure, là encore, on est parti d'un état des lieux, d'une expertise du territoire. Le stade Elitas, par exemple, sur lequel nous allons consacrer un peu plus de 2 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, nous avons considéré que c'était un outil assez rare, comparativement aussi aux autres villes, un outil aussi emblématique en cœur de ville, par contre dans un état aussi déplorable, puisqu'on ne pouvait plus organiser de compétition, la piste n'étant plus homologuée. Il nous a semblé important de remettre à niveau cet équipement en plein cœur de ville, en le pensant aussi la rénovation, aussi en termes d'accueil de compétition, etc., pour qu'il soit aux normes. Quand on va lancer la base de kayak, la base de kayak elle est livrée, mais la base nautique Caen Mondeville, on est parti d'un concept assez simple et d'une idée assez simple, c'est que l'eau est différenciant à Caen par rapport aux autres grandes villes. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau partout, mais personne ne s'en sert. Donc c'est un truc quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va plutôt sur la côte alors qu'on a un port en cœur de ville. On a l'Orne, en plus on a tout ce qu'il faut pour reconquérir l'eau à l'intérieur de la ville. Donc ça c'était un choix politique. Donc on va investir à peu près 1,8 million avec la ville de Mondeville sur une base nautique vraiment performante. On a encore regardé les plans hier soir. Elle sera ouverte en septembre 2019. C'est comme ça qu'ils sont guidés, les choix d'envergure. Après, il a fallu faire... C'est toujours des choix. Quand on a choisi le stade Elitas, on s'est posé la question entre la rénovation du stade Elitas et la rénovation du complexe de la Haie-Vigné. Parce que le complexe de la Haie-Vigné est un complexe formidable, mais il commence aussi à être un peu vétuste en termes de toiture, etc. Il faudra à un moment y passer, mais on a estimé qu'il était plus urgent de faire la piste d'athlétisme que la rénovation la Haie-Vigné. Pareil pour la Halle des Granges. Donc on part d'une expertise et puis après on fait des choix, alors qui sont quand même, je le redis, facilités quand on a une enveloppe qui passe de 12 à 20 millions quand même. Ça donne un peu plus de volume et donc ça nous permet d'aller un peu plus vite. Là on a par exemple sur les vestiaires, si une fois que ceux du stade Elitas seront rénovés, on commencera à être pas mal. On aura après, à mon avis, une bonne suite de toitures. Je pense que chemin vert, on va en avoir d'autres. Je sens que le gymnase des boutiques à la Folie Courrochef va suivre. Parce que ça aussi, d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand vous faites un choix d'investissement, il faut toujours penser à son fonctionnement. Or, il y a une époque, on s'en fichait parce que comme les collectivités avaient toujours plus d'argent, on se moquait un peu du fonctionnement. Quand on crée un gymnase au sein de la Folie Courrochef, gymnase des boutiques, avec un toit qui fait ça, 20 ans après, c'est souvent beaucoup plus compliqué à rénover qu'un bon toit comme ça. Ça paraît rien, mais là on est en concours d'architectes sur le futur gymnase du quartier de Saint-Jean-Eudes. Je peux vous dire que moi, le message que j'ai passé aux architectes, donc ce sera aussi on verra s'ils ont respecté les consignes, on le verra mi-janvier, parce qu'ils doivent présenter leur projet. C'est un bâtiment simple, qui permet la pratique, qui facilite la pratique, qu'on pense à ceux qui vont utiliser l'équipement, ce qui n'est pas toujours le cas. Le geste architectural, moi sur un gymnase, je vais vous le dire, comme je m'en fiche, mais alors royalement, quoi. Je veux dire, le beau truc avec le petit truc au-dessus du toit, je m'en moque. Du moment qu'il est pratique pour ceux qui utilisent et qu'il est pensé dans le temps. C'est-à-dire qu'un équipement, le gymnase qu'on va créer, il sera là pendant 40 ou 50 ans. Donc il va forcément avoir besoin de rénovation. Il faut qu'il soit simple à rénover parce qu'après il va être compliqué. Le gymnase des boutiques, vous allez voir, ou celui du chemin vert, pourquoi ça coûte 740 000 €? Parce qu'on a fait un truc hyper compliqué à l'époque. Si on fait des choses simples avec un bon bardage en tôle, même si c'est pas très esthétique, ça aide quand même ça aide la rénovation. Mais ça, je le fais de manière caricaturale, mais on a souvent assez peu pensé au fonctionnement quand on pense ces investissements. J'ai un exemple récent qui n'est pas un exemple ville, qui est un exemple agglomération, c'est celui de la piscine.
Personne ne conteste la nécessité de rénover le stade nautique. Et d'ailleurs, je trouve qu'il s'attaque plutôt bien dans le paysage et que c'est plutôt réussi en termes d'architecture. Par contre, quand il a fallu penser son fonctionnement, quand on nous dit que pour le faire fonctionner, il va falloir embaucher 21 personnes, le nouveau stade nautique, on se dit que c'est hallucinant dans les temps qui courent. Il a fallu complètement repenser l'organisation de l'équipement en termes de fonctionnement. Alors il y a les travaux, mais il y a aussi le fonctionnement au quotidien. Hein. Et donc ça, c'est extrêmement important dans la manière de concevoir nos investissements. Et je peux peut-être rajouter un point qui est assez important au niveau du choix aussi des travaux et des constructions. L'idée derrière était de spécifier aussi des pôles d'activité. Par exemple au Stade Elitas, même si on a une contrainte de normes entre les différentes fédérations, on avait historiquement à la fois le rugby et l'athlétisme, mais en termes de fonctionnement, si vous avez sur le même équipement en termes de fonctionnement, ça revient aussi à la question de l'optimisation de nos moyens, eh bien à chaque fois que vous transformez le stade d'athlétisme en stade de rugby, il faut remettre les poteaux, enlever, tracer, et donc ce sont des manutentions, et même d'un point de vue de la logique même de l'identité des pratiques au niveau de la ville, c'est important de pouvoir avoir une maison du rugby sur le chemin vert avec un terrain rénové, des vestiaires rénovés. Quand notre maire adjoint dit qu'on commence et on finit, ça va jusque-là. C'est-à-dire que les vestiaires ont été rénovés, le clubhouse a été rénové, l'équipement est rénové de manière générale. C'est vrai sur la partie du chemin vert. Sur Elitas, c'est la même chose. On donne les conditions pour notamment l'athlétisme, à la fois en termes de pratique au niveau des clubs, mais en termes de pratique libre, à donner la possibilité aux Canets d'avoir un équipement phare, des vestiaires dans lesquels ils peuvent se changer avec des casiers, sur la pratique notamment autonome le midi. Et donc c'est une recherche de spécification. Sur le nautisme, c'est la même recherche. La base nautique, effectivement, on a le canal, mais on a aussi de l'eau un peu partout. Le choix s'est fait de regrouper les activités malgré tout, avec des contraintes parfois d'usagers, mais en même temps une optimisation des lieux de pratique. Base nautique, club d'aviron et des synergies, et la partie du kayak. Voilà globalement cette recherche d'identification des lieux de pratique et des pôles. Aujourd'hui, on avait fait aussi des choix, mais il y a des contraintes budgétaires. Sur notre ville, on sait qu'on a un déficit, par exemple, d'équipements extérieurs type skatepark, pratiques urbaines. Bon, c'était une de nos orientations, mais on a aussi des choix. Quand vous avez un gymnase qui fuit au quotidien et que vous ne pouvez pas assumer vos propres dispositions réglementaires en termes d'accès des scolaires, vous faites le choix plutôt de l'accès et de la rénovation de ce gymnase-là plutôt que le skatepark. Mais on a à l'esprit que ce skatepark ou d'autres équipements urbains sont nécessaires aussi au niveau de la ville. Alors on va maintenant passer aux événements sportifs. Donc là, ça s'adressera plus à Axel. Alors, quel est le positionnement ou le marqueur de Caen concernant les événements sportifs ? Là encore, on peut faire un lien avec les équipements parce que le maire adjoint a parlé de l'identité de la ville. On a une identité qui est quand même forte, on s'en rend pas forcément compte, mais par rapport aux autres villes de cette taille, une identité qui est verte et bleue. On a notre poumon vert de la prairie qui représente une grosse partie de la superficie de la ville. En termes bleus, on a le canal, le port, l'Orne. Donc quand on dit que sur des équipements on accentue aussi le côté bleu là, sur les événements ça va être la même chose, les événements doivent être porteurs aussi de cette identité verte et bleue. Et on a donc une volonté de porter des événements de nature, des événements nautiques. D'une manière générale, l'activité du service événementiel et promotion à la direction des sports, elle peut se définir en trois grandes parties. Il y a une première partie qui serait le soutien aux manifestations des associations sportives, où là on est plus sur la vie du club au quotidien, sur le soutien logistique, sur l'animation du territoire. Une seconde partie qui est, on en a vu quelques-uns, sur l'accueil de grands événements. Donc on a les grands événements récurrents qui sont les courants de la liberté, l'Open de tennis, l'Indoor de BMX, la Normandie Channel Race. Et on a également des grands événements en one-shot. On a eu par exemple l'accueil des championnats de France de patinage artistique en 2016. Nous aurons la gymnastique les championnats de France élite de gymnastique en mai prochain. Donc là on a une volonté qui est plutôt de travailler sur le rayonnement de la ville
et de promouvoir la ville dans le milieu sportif et dans le panorama sportif des grands événements français. Et en lien avec cette volonté forte, c'est pour ça que le service événementiel et promotion, on a le côté promotionnel fort qui est une volonté forte de montrer, parce que la ville de Caen, on n'a pas arrêté de le dire depuis le début, fait beaucoup de choses pour dynamiser le sport, mais on ne le montre pas forcément. Et là, il y a une volonté forte de montrer que la ville de Caen est dynamique, et il y a tout un travail promotionnel qui est à faire sur cet aspect, qui passe également par l'accueil de grands événements. Je pense avoir fait le tour, je sais pas si... Donc là, les objectifs, c'est plus de développer ces événements déjà présents pour développer la notoriété et le rayonnement de la ville. Et est-ce que vous avez aussi des objectifs d'accueillir de nouveaux événements sportifs ? Faut que j'en parle du coup. Autre levier dont Axel n'a pas parlé, c'est aussi un levier qui lie événements, moi je les appelle quand même des événements, et économie. C'est-à-dire que quand vous, et on en a reçu pas mal depuis le début du mandat, vous faites l'hôte des assemblées générales françaises des disciplines, c'est un axe important auquel je tiens, parce que d'abord vous faites souvent la promotion de la ville, c'est souvent comme ça qu'après vous ramassez le championnat de France qui suit, parce qu'ils ont découvert la ville. On a eu celui de l'athlétisme, le judo, je pense qu'on arrivera à l'avoir à un moment, qu'on fait déjà leur assemblée générale, la pétanque, je sais pas pourquoi je rigole, mais le roller et toutes les pratiques de glisse, et donc ça c'est aussi un levier. Après, dans les grandes compétitions, effectivement, l'objectif c'est de consolider nos événements existants et d'essayer d'avoir chaque année l'accueil d'un championnat de France d'envergure. En 2018, ce sera le championnat de France élite d'athlétisme. On a porté candidature, je n'ai pas le résultat, pour que la ville de Caen accueille le championnat de France élite d'athlétisme en 2019 dans un stade Elitas entièrement rénové. Il est possible que la ville porte candidature pour avoir la solitaire du Figaro en 2020, etc. L'objectif, c'est d'avoir chaque année, au-delà de nos événements récurrents, un événement qui lie aussi pas simplement le fait de faire rayonner la ville. C'est-à-dire que quand je parlais aussi d'économie, quand on a le championnat de France élite de gymnastique l'année prochaine, c'est 300 gymnastes pendant 4 jours à Caen. Ça veut dire aussi des accompagnateurs, ça veut dire des familles. Et donc ça fait vivre aussi l'économie caennaise. Donc c'est aussi dans cette optique-là qu'on travaille. Donc gymnastique en 2018. Certainement aussi, on ne l'a pas dit, championnat de France de pétanque des jeunes, en août. Et puis en 2019, j'espère qu'on aura la chance d'avoir le championnat de France d'athlétisme. Est-ce qu'il y a des évolutions concernant la gestion justement de ces événements par rapport au contexte de sécurité et de sûreté ? Allez, faites plaisir. L'ancien la préfecture. Alors là, clairement, pour le coup, oui, je peux répondre, puisqu'en plus, en préfecture, j'étais plutôt sur tous ces aspects sécuritaires et de sûreté. Et là, concrètement, depuis mon arrivée donc, à la direction des sports, au service événementiel, donc en mai dernier, je passe énormément de réunions où il est sujet quasi exclusivement de sûreté. On les voit fleurir un petit peu dans le centre-ville, partout, les petits blocs béton, là. Et c'est très très chronophage. Et en effet, il n'est pas simple aujourd'hui de monter des événements sur voie publique. Alors que ce soit des gros événements, où là finalement c'est pas simple, parce que ça demande une coordination très forte entre les services. Mais en face, on a quand même du répondant, parce que souvent c'est l'activité quasi professionnelle des personnes qui organisent. Mais même pour les petites manifestations, où là les problématiques de sûreté sont également fortes, alors qu'on n'a pas forcément un événement de masse. Et là pour le coup, on a affaire à des bénévoles qui sont complètement dépassés. Et il y a une plus-value à apporter que peut apporter la direction des sports, justement. Mais je pense que concrètement, oui, il y a un peu un changement de métier dans l'événementiel sportif, même pour les collectivités, sur les aspects sûreté. Il est pas que sportif, hein. Parce que je peux vous dire, pour organiser le carnaval, ça devient sportif pour le coup, mais ça devient compliqué. C'est un surcoût très important, hein. Le fait de devoir mettre en place ces mesures de sécurité. Alors moi je vais le dire assez facilement, ce qui m'agace un peu, c'est je pense qu'on est le modèle français. Je pense que notre département, et notre ville en particulier, fait l'objet d'une attention vraiment
très forte. Les directives de la préfecture sont nettes. Mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on est bien servi dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que ça nous a contraint d'ailleurs, on se demande si on va pas finir par les louer, à créer on devient spécialiste de la création du plot-béton, hein, parce que c'est fait en interne, hein, donc les services ont aussi un peu ras-le-bol, hein, c'est une surcharge terrible. Là, même passer près de la mairie, vous allez voir le nombre de plot-béton qu'il a fallu mettre pour la grande roue. Alors que déjà sur l'hôtel de ville, vous avez l'espèce de poteaux avec les grilles, là, les petits poteaux. Ben non, il a fallu rajouter des plots-béton. La Colorcan, au mois de 15 jours avant, ça n'allait plus, il a fallu en mettre partout. Ça devient vraiment compliqué. En fait, sur le fonctionnement, tous les blocs béton, enfin tous les dispositifs sûreté sur des grands événements et sur les événements voie publique, ils sont préconisés par la préfecture. Donc la préfecture se protège énormément en préconisant au maximum, sauf que la préfecture ne paye pas derrière. C'est la ville qui paye et c'est la ville qui met en œuvre. Donc c'est facile pour les services de l'État de demander énormément. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour la ville de répondre exactement à toutes les demandes. On parle de plot-béton, mais c'est aussi mobilisation de la voirie, c'est la mobilisation de la police municipale parce qu'il faut bloquer les axes, c'est multiservice et c'est des surcoûts. Je parlais du carnaval, les courants de la liberté, on n'est pas encore dedans, où ça démarre. Je ne sais pas si la préfecture est complètement dedans. J'ai vu monsieur. Ça devient des manifestations vraiment très complexes à organiser. Vraiment. Après, quand vous êtes dans des lieux fermés, c'est plus simple. Il a raison, hein. C'est-à-dire que sur la voie publique, c'est compliqué. Dès que vous êtes sur des lieux fermés, l'open de tennis, c'est simple. Hein. Vous êtes dans le Zénith. Même si le Zénith a mis quelques mesures complémentaires, c'est facile. Dès que vous êtes sur la voie publique, alors là, ça rigole moins. Hein. Et puis, peut-être juste aussi politiquement, c'est aussi plus compliqué. Si je reprends l'exemple de la Colorcan, c'est 1h30 de course. Sauf que de mettre des blocs béton partout dans la ville, ça bloque les riverains pendant plus 8 heures qu'1h30. Donc c'est-à-dire que après, il y a aussi politiquement, il peut y avoir une force contre le maintien de certains de ces événements parce que il faut dynamiser la ville, mais les riverains sont pas toujours. Alors, ça paraît peut-être très concret, hein, voilà, on insiste sur la question des blocs béton ou autres. Quand on est effectivement dans une collectivité, se pose le choix aujourd'hui de faire ou de ne pas faire. Parce que dans une logique aussi de gestion des fonds publics, on peut aussi, c'est plus facile hein, quand on est gestionnaire de dire écoutez, cette manifestation, on ne la fait pas et on va avoir une économie finalement substantielle par rapport aux coûts engendrés par rapport aux mesures de sûreté. Derrière cette question-là, c'est est-ce qu'on supprime les courants de la liberté? Est-ce qu'on ne fait plus de Colorcan? Est-ce qu'on ne fait plus de manifestations sur la voie publique? Bon, aujourd'hui, la décision politique, hein, qui est la décision aussi de la ville de Caen, puisque toutes les collectivités ne prennent pas cette direction, c'est de maintenir cette capacité à faire des événements et à garantir notre modèle, on va dire, français, de liberté, d'expression, même s'ils ne plaisent pas à tout le monde. Et donc, c'est un choix important. Et donc, c'est donneur de sens de se dire, je fais une manifestation. Certains ont changé de métier, en fait. Ils construisent des blocs béton. Avant, ils étaient sur la voirie, ils faisaient des routes. Certains, maintenant, font des blocs. Mais derrière l'idée de faire des blocs, c'est aussi de donner la possibilité d'exprimer aussi un modèle français de liberté sur des événements sur la voie publique. C'est quand même ça derrière. Alors pour finir, on va parler de l'évolution territoriale. Donc est-ce que vous pouvez dire s'il y a eu des évolutions entre les relations entre Caen, la ville de Caen et la communauté urbaine Caen-la-Mer? Je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. La spécificité sur le territoire de Caen, c'est-à-dire quand je dis territoire, c'est plus large que la ville. Il a été fait le choix, alors je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, de transférer, c'était sous Luc Dincombe, donc ça date quand même, hein, de transférer la gestion de certains équipements à la communauté d'agglomération à l'époque, communauté urbaine aujourd'hui. C'est le cas des piscines de l'agglomération. Toutes les piscines ont été transférées à l'agglomération, c'est-à-dire les piscines cannaises plus celles d'Hérouville, en somme. La patinoire a été transférée et le golf de Caen. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Parce que d'ailleurs, je trouve que le choix est parfois étonnant. C'est-à-dire qu'on a transféré des piscines de proximité. On peut comprendre qu'on transfère des piscines de grande envergure comme le Stade Nautique. Une piscine de proximité,
je m'interroge un peu plus. Mais bon, ça a déjà été compliqué de créer la communauté urbaine. On ne peut pas tout rebattre comme ça d'un seul coup. Donc, il a été transféré, les équipements, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas été du tout transféré la gestion, par exemple, des clubs qui utilisent ces équipements. C'est-à-dire que l'ensemble des clubs, que ce soit le club de natation, l'ENC pour le stade nautique, le hockey club de Caen pour la patinoire, sont des clubs villes. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui sont gérés par la ville. Donc c'est une espèce d'équilibre particulier quand même, hein, parce que à la fois le club doit se retourner quand il a besoin de créneaux vers la communauté urbaine, mais en termes de subventions et en termes de quotidien, c'est aussi auprès de la ville. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est simplement ce qui a été transféré. Donc c'est l'état des lieux aujourd'hui. Il n'y a pas de compétence sport à l'agglomération. Le maire, donc le président d'agglomération aussi, souhaite engager une nouvelle dynamique, c'est-à-dire éventuellement on considère qu'il serait peut-être légitime que le sport de haut niveau soit de compétence d'agglomération. Ça ne se fera pas sur ce mandat-là parce que la création de la communauté européenne est déjà complexe, c'est beaucoup d'actes administratifs, c'est très compliqué administrativement, on ne peut pas tout faire. Mais je pense que c'est un mouvement naturel qui va s'opérer dans les années qui viennent. Se posera aussi la question, on n'en a pas parlé, vous me poserez peut-être la question, tu en as parlé dans ton propos introductif de la création d'une nouvelle arena sur Caen, sur le territoire de Caen-la-Mer. Une étude à Caen-la-Mer va démarrer là, puisque l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été recrutée, donc va démarrer pour les 6 prochains mois, dans un calendrier qui, je l'espère, pourra s'accélérer derrière pour qu'on puisse avoir un outil d'envergure sur l'agglomération, qui vraisemblablement ne sera pas à Caen. Mais cette question de l'Arena posera aussi naturellement cette question du haut niveau dans les années qui viennent, puisqu'en démarrant l'étude là, on ne peut pas imaginer que la livraison de l'Arena se fasse avant 2022, 21-22. C'est long, les processus. Mais là, ce sera enclenché, on va essayer d'accélérer. Projet qui, de mon sens, doit être porté par la communauté urbaine, puisqu'on est sur un équipement d'envergure régionale. L'idée, c'est d'avoir un équipement qui, effectivement, permette d'accueillir des clubs de manière classique, mais aussi un équipement qui permette de tourner le territoire vers de l'événementiel. Aujourd'hui, notre Palais des Sports a eu 50 ans cette année, en 2017. Il est vraiment vieillissant et pas du tout adapté aux pratiques, plus du tout adapté aux pratiques modernes, même s'il a quand même un certain charme pour y être encore allé, pas surtout, mais il a un certain charme parce que quand on y va pour voir par exemple le basket vendredi, il a une caisse de résonance qui est quand même assez incroyable. On est tellement proche du terrain qu'il s'y dégage une atmosphère quand même assez particulière, même si parfois on se passerait bien de certaines pannes de panneaux basket et 2 minutes 34 de la fin, mais il arrive en bout de souffle, quoi. C'est-à-dire que on peut plus rien faire, c'est-à-dire qu'on peut plus le moderniser, on a changé l'éclairage, on a changé les tribunes, on a changé les panneaux de basket, on a refait le parquet, mais on peut plus, quoi. On est au maximum, et même en faisant tout ça, ça reste un outil vieillissant et pas du tout adapté, notamment aux nouveaux modèles économiques développés par les clubs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la fois aux clubs de... Notre objectif, c'est ce que je vous dis sur Malherbe, c'est que les clubs de haut niveau puissent développer leurs propres modèles économiques. Aujourd'hui, avec l'outil qui est le nôtre à Caen, c'est impossible de dire au basket ou au hand, développez vos recettes privées, bon, on le dit quand même, mais nous, on va se retirer. On ne peut pas se retirer alors qu'ils n'ont pas la possibilité de développer plus que ça. On a mis deux malheureuses tentes. On a mis 2 tentes dans le parc expo pour faire un accueil VIP. On fait ce qu'on peut, mais il n'y a pas de loge. Il n'y a pas d'accueil spécifique sur la partie partenariat pour qu'ils puissent rentrer dans ce modèle-là. Donc c'est aussi ce qu'on recherchera dans le nouvel outil. Il se trouve que Jean-François a dit qu'il risque d'avoir des évolutions parce qu'il est possible. Il ne faut jamais... C'est une grosse journée. Il y a le budget cet après-midi, on a conseil communautaire ce soir, et sauf votre contraire, normalement je devrais prendre la vice-présidence de l'agglomération en charge du sport. Puisqu'aujourd'hui, la vice-présidence en charge du sport était assurée par le maire de Verson, Michel Marie, qui assure ça depuis 2014, mais avec un remaniement dû à des changements de poste, il est possible, en tout cas il sera proposé ce soir et soumis au vote, le fait que je sois le vice-président au sport de la communauté urbaine. Donc ce qui, je pense, permettra aussi à une cohérence, puisque à part la piscine et le golf, tous les équipements sont cannés.
Les clubs qui résident dedans sont cannés. Bon, il y a quand même quelque chose de logique de mon point de vue, même s'il faudra évidemment travailler aussi avec les autres clubs de haut niveau de l'agglomération, les filles de Mondeville, les filles de Colombelle, les filles d'IF au basket. Voilà. Il faudra penser tout ça, mais je pense que ça permettra aussi de permettre d'enclencher une dynamique sur ce transfert progressif du sport de haut niveau vers l'agglomération. On va conclure. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit ? Parce que c'est surtout ça intéressant, hein. S'il y a des échanges, des zones d'ombre, n'hésitez pas, on est là, il n'y a pas de mauvaises questions. La première est toujours dure à poser. C'est une bonne question. Alors, dans notre ligne du sport de haut niveau, il y a foot, basket, hand, mais pas seulement. Parce que la ville a aussi un club de hockey dans D1, je crois, c'est comme ça qu'on dit, en Pro B de tennis de table et en Ligue 2 de rugby féminin. Alors, c'est pas Ligue 2, mais je sais plus comment on appelle ça. Chaque fédé essaye de se faire un effet de zèle en créant son nom. Là. Alors qu'il mettrait Ligue 1, Ligue 2 partout, ce serait quand même beaucoup plus simple. Mais bon, ou première division, deuxième division, ce serait quand même plus simple. Mais on a tous ces clubs-là. Dans la ligne de haut niveau, quand je vous parlais d'1,5 million, on a tout ça. Vous posez une vraie question dans les années qui viennent. Surtout si un autre club venait alors je ne parle pas de Malherbe. Hein, parce que Malherbe, vous avez bien compris, dans le nouveau modèle économique, qu'il vaudrait mieux qu'ils se maintiennent. Parce que ce que je n'ai pas dit non plus dans les... Donc, dans le modèle économique, ce que j'ai pas dit, c'est que... Oui. D'ailleurs, j'avais le maire à la 89e. Je lui ai dit, ça va être dur. Je le rappelle à la 80e, je lui ai dit, on est maintenu. Il me dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, si. Mais pour nous, bon, je le dis en rigolant, mais c'est 400 à 500 000 euros. Hein. La minute a coûté cher. Bah, nous a rapporté quand même beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau modèle économique qui s'appuie. Le Stade Malherbe nous verse une redevance, comme on leur a confié la gestion du stade. Il nous verse une redevance qui a une part fixe et une part variable. Donc la part fixe, bon, elle s'appuie notamment sur les investissements qu'on a amenés, donc sur l'amortissement de ces investissements. Et la part variable, elle est assise sur un pourcentage de recettes. Pourcentage de recettes des droits télé, des loges, de la boutique, etc., de tout leur chiffre d'affaires finalement. Et donc vous vous doutez bien qu'entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a une grosse marche. Donc il faut que Malherbe reste en Ligue 1. D'abord parce que ça fait rayonner la ville, parce que quoi qu'on en dise, le foot ça reste quand même le sport leader, et parfois quand on va loin, quand on connaît Caen, on le connaît parfois que par le foot, hein. Ça fait partie d'un marqueur fort de la ville. L'aspect économique compte, mais au-delà de ça, en plus les relations sont vraiment excellentes avec le club. C'est vraiment notre club leader. Alors après, effectivement, dans les clubs qui suivent, entre le hockey, le tennis de table, le hand et le basket, si dans les 2 ans qui viennent, un de ces clubs devait remonter encore de niveau, ça poserait des questions d'arbitrage, c'est certain. C'est certain, parce qu'il y a un moment... Sauf si la porte... Non, pour l'instant, on n'en a pas. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Dans le budget de 2018, on a une hausse du haut niveau de 251 000 euros qu'on n'arrive pas à compenser, puisque pour l'instant, on ne peut pas baisser le sport... je vois pas comment politiquement on pourrait augmenter le sport de haut niveau de 250 000 et baisser le sport amateur de 250 000. Ça me paraît tout simplement impossible. Donc, mais s'il fallait avoir encore une montée, la question va se poser. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Alors même si parallèlement, peut-être que s'ouvrira la porte du financement d'agglomération, qui pour l'instant est fermée. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, là je ne parle pas dans les 3 ans qui viennent, hein, je vous ai dit que ce ne serait pas sur le mandat, mais je pense que dans le mouvement futur, il sera assez naturel que le sport de niveau bascule. Alors ce qui ne permettra pas de doubler les budgets, mais ce qui permettra peut-être de trouver des moyens supplémentaires. Mais dans le format actuel, c'est-à-dire un financement uniquement ville, si on avait un club qui... et ce qui est fou, c'est que dans le fond, on le souhaite quand même, hein. Ça nous créerait des problèmes, mais moi je suis bien content quand je me lève il y a 6 mois et que West France Titre Caen n'a jamais autant rayonné dans le sport. Quand on est adjoint au sport, on se dit la journée va être tranquille, hein. Non mais c'est une bonne journée. Je veux dire, on le souhaite. Moi, si le CBC peut monter en Pro A, je lui souhaite. Si le hand peut monter en Pro League, je lui souhaite aussi, ou en Star League, je sais plus, chez eux, Star League.
Star League. Vraiment, il fallait vraiment se différencier. Mais je leur souhaite, mais ça posera nécessairement à un moment des questions budgétaires. Je pense franchement qu'on a un rayon. Là, on est déjà sur un niveau élevé. Donc après, il peut y en avoir qui descendent aussi. Hein. J'espère que non. Hein, mais... Oui. Oui, vous avez, il y a forcément des logiques, pour avoir vu Claire Rousseau, la vice-présidente au sport, il y a encore pas longtemps, des logiques régionales. Le hockey sur glace, il est rouennais. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus le club de Caen travaille beaucoup sur la formation en lien avec Rouen, mais le club leader de la Normandie, c'est Rouen. Il est évident que les moyens mis par la région sont d'abord mis sur le club rouennais, ce qui me paraît évident. Le basket, la région Normandie, elle est un peu enquiquinée parce qu'ils ont 4 clubs en Pro B. Donc ils essaient d'avoir un traitement équitable, mais c'est beaucoup, hein, 4 clubs en Pro B dans une même région, c'est pas rien. Sur le foot, on peut fixer des priorités, mais si d'ailleurs celle-là m'arrange, puisque c'est aujourd'hui le club leader, il est Canet. Par contre, je vois pas comment il faudrait poser la question à Claire Rousseau si le Havre venait. Ça semble pas être le cas cette saison, hein, mais venait à revenir en Ligue 1, je vois pas comment la région pourrait dire je soutiens que le Stade Malherbe. Ça me semble compliqué, même si c'est aujourd'hui le choix qui a été fait. C'est-à-dire que clairement, la région soutient Malherbe comme son club leader dans le football. Mais quand on voit l'outil dont dispose le HAC, je pense quand même que leur projet, c'est pas de rester en Ligue 2. Même si ça fait 10 ans qu'il non. J'espère qu'il n'y a pas d'anciens Hauts-Normands dans la salle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet du Stade Malherbe, qui est un projet sur 5 ans, a été conçu pour être le club leader de la Normandie, pour s'installer durablement en Ligue 1. Ça s'emboîte quand même mieux que la saison passée pour cette année. Ça semble être un peu moins compliqué que l'année passée. Mais ils ont clairement mis un programme d'investissement important. Il y a le nôtre, mais aussi le leur. Hein. Le club porte lui-même des investissements lourds. Ils vont d'ailleurs déposer très prochainement un permis de construire pour la création d'un centre d'entraînement pour les professionnels. C'est un investissement très lourd. Malherbe s'équipe pour s'installer durablement en Ligue 1. Après, je souhaite aux autres clubs de la région d'y monter, mais pour l'instant, c'est quand même. Je peux ajouter peut-être un point concernant les modèles finalement et le positionnement de la ville, en l'occurrence sur le soutien des clubs de haut niveau. On arrive finalement à une situation presque naturelle également, parce qu'on peut parler de la stratégie de la ville de soutien, mais surtout les modèles développés par les clubs. Parce que finalement, quand on partage le gâteau sur une agglomération entre le hockey, le hand et le basket, le gâteau ne grandit pas forcément. Et donc, on est sur une logique de concurrence au niveau des clubs. Et donc, les clubs qui arrivent à durer dans le temps sont des clubs qui développent des modèles économiques déjà en imaginant, en anticipant des retraits aussi de collectivités, que ce soit la région, le département ou la ville. On voit le modèle notamment aujourd'hui du basket qui est vraiment basé sur des recherches de partenaires avec une exploitation de l'outil qui est certes de 66, mais pour lequel, même en mettant des tentes, ils arrivent à accueillir leurs partenaires et finalement arriver à pratiquement 80% de modèles de financement privé, ce qui est quand même assez énorme. Les modèles qui sont basés sur d'autres disciplines, en pensant que 80% viendra de financement public, ne sont pas pérennes. Après, vient une autre question, c'est les modèles économiques basés sur un financement privé viennent aussi de l'attractivité de la discipline. Et donc un choix politique derrière. Effectivement, si on souhaitait avoir un club de haut niveau en gymnastique, le modèle, je donne la gymnastique, hein, mais j'aurais pu donner d'autres disciplines, il va être difficile d'aller chercher des partenaires privés et avoir un modèle économique qui tienne. Maintenant, les montants sont différents. Certaines collectivités font le choix d'accompagner des disciplines, on va dire, plus mineures, sur des budgets qui sont plus réduits. Là, à Caen, le modèle est différent, c'est qu'on l'a dit, les disciplines majeures, foot, basket, hand, sont représentées au plus haut niveau. Ça veut dire que le financement, en plus à l'échelle de la ville, arrive aux limites, le financement de la collectivité. Pour cette raison que les clubs, aujourd'hui, optimisent au maximum, cherchent des partenariats. Ils viennent voir la ville, ils mettent une pression, ils viennent voir le département, la région, mais ils ont compris qu'on arrivait aux limites des possibilités de nos financements supplémentaires.